Bonsoir à tous. Notre émission Que les choses soient dites se situe en amont des prochaines élections départementales et régionales. De ce fait, il m'a paru important, avec mes invités, de m'appesantir sur la portée des programmes politiques ainsi que leur contenu. Qu'attend la population de ces élus? Mais surtout, ces derniers sont-ils au plus près des attentes d'une population en quête de mieux vivre? Peut-on décemment dire, à contexte particulier, programme particulier? Avec nos invités, qui nous viennent bien sûr d'horizons professionnels différents, nous essaierons d'identifier les attentes ainsi que leurs réponses. Le thème de ce soir, les programmes politiques ont-ils jusqu'ici été à la hauteur des attentes des Guadeloupéens? Voilà donc un thème où vous aurez à réagir, bien sûr, comme à l'accoutumée au niveau des appels téléphoniques. Mais avant tout, je vous présente des invités que vous connaissez bien. Tout d'abord, en bout de table, vous avez Alex Bandou qui est agriculteur, donc ça sera l'occasion, puisqu'on parle beaucoup d'agriculture, ça sera l'occasion de voir un petit peu comment les agriculteurs se positionnent par rapport à ces élections à venir. Nous avons donc des membres du noyau dur de notre émission, c'est-à-dire Harry Ancelade, qui est chef d'entreprise, il connaît bien le BTP, et souvent on parle du BTP, et on dit que quand le BTP va mal, tout va mal. Donc on verra un petit peu avec lui comment aborder cette question, et puis la question économique est une question centrale de toute façon au niveau de ces élections. Nous avons Samuel Damo avec nous pour en parler. Nous attendons un quatrième invité qui, j'espère, n'a pas eu de problème pour arriver jusqu'ici. Je veux parler de Vanessa Cancel, qui est stratégiste marketing. Voilà pour une présentation succincte de nos invités. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Alors ce soir, un thème particulier, un thème qui se colle, je dirais, à une réalité politique. Les programmes politiques, on en parle souvent. Et j'aimerais débuter avec une citation, et je pense qu'on va pouvoir approfondir. Alors, une citation qui bien sûr, est provocante, une citation qui va peut-être vous faire bondir de votre fauteuil. Alors c'est Jean Dutour, qui est un romancier, un essayiste français, qui est né en 1920 et décédé en 2011, et qui disait, parce qu'il était très mal à l'aise dans cette civilisation contemporaine, et qui disait: faire parler un homme politique sur ses projets et son programme, c'est comme demander à un garçon de restaurant si le menu est bon. Tout ce qui l'intéresse, c'est que vous payez l'addition. Ce n'est pas lui qui aura mal au ventre. Voilà, donc volontairement, j'ai voulu provoquer au niveau de cette émission. Jean Dutour, c'était quelqu'un qui était mal dans cette société contemporaine et qui avait, bien sûr, je dirais, un regard très particulier sur les hommes politiques, sur les programmes politiques en particulier. Donc, voilà pour lancer le débat. Merci, Vanessa, d'être avec nous sur ce plateau. Voilà donc place maintenant au débat. Alors, tout d'abord, une première question. Quand on vous dit programme politique, qu'est-ce que ça vous inspire? Je débuterai avec Vanessa, honneur aux dames. Programme politique, quand on dit programme politique, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous voyez en programme politique? Un programme, déjà, pour moi, c'est quelque chose qui a une ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a un cheminement. En plus, quand on parle de politique, on parle d'engouement, on parle de direction, on parle de leading, de vraiment leader les gens. Et donc, pour moi, le programme politique ne se fait pas seulement au niveau des politiques, mais il doit se faire par les politiques, pour la population, pour le peuple. Donc pour moi, un programme politique, c'est ça. C'est un programme qui doit
avoir un début, qui doit avoir une fin. Parce que en politique, tout est question de cycle aussi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est élu maintenant qu'on va rester au pouvoir tout le temps. Donc pour moi, un programme doit aussi prévoir une passation. Si on n'est plus donc au pouvoir, si on n'a plus cette casquette politique, qu'est-ce qu'on va laisser à la personne qui va prendre la suite? Pour moi, c'est une question de responsabilité. Donc du coup, un programme, c'est quelque chose pour moi qui a un début, qui a une fin et qui a vraiment un fil conducteur qui doit donc être émis par des politiques pour les personnes qu'ils servent, c'est-à-dire la population. Donc pour moi, c'est ça un programme. Merci Vanessa. Alex? Alors moi, je ne vais pas définir c'est quoi un programme. Je pense que madame l'a très bien fait. Simplement, moi, je crois au programme. Et d'ailleurs, lorsqu'on se lance en politique, on vient avec un programme. Et si on cible tous les programmes qui nous ont été présentés depuis tantôt en politique pour la Guadeloupe, la majorité des programmes se ressemblent plus ou moins. Puisqu'on a un pays qui a ses difficultés, mais qui a aussi ses opportunités et ses forces et ses faiblesses. Donc les programmes, à mon avis, s'articulent autour de ça. Moi-même, j'y crois et je donne du crédit au programme. Puisque moi-même, j'ai eu l'occasion de participer à l'élaboration de pas mal de programmes ici en Guadeloupe, même si je ne suis pas élu moi-même. Donc c'est parce que j'y crois. Simplement après, c'est la transformation du programme qui peut poser problème. On va y arriver. Parce qu'effectivement, peut-être que les hommes qui sont élus ne sont peut-être pas taillés pour les mettre en place, mais il n'empêche que lorsqu'on a la prétention de faire avancer un territoire tel que la Guadeloupe, mais ça n'est pas que la Guadeloupe, mais de manière générale le monde, il faut effectivement un fil conducteur, et le fil conducteur, à mon avis, est alimenté par ce qui est contenu effectivement dans les différents programmes. Merci Samuel. Pour rester dans la même veine que Jean Dutour, je dirais que c'est un menu. C'est un menu qu'on propose à la population, c'est un menu qu'on propose à son peuple, c'est quelque part un cap qu'on se fixe. On se fixe un cap et on essaie de s'y tenir. Bon, malheureusement, parfois, ce n'est pas toujours le cas parce que parfois, c'est vrai qu'on est obligé de croire au programme puisque c'est ce qui, j'ai envie de dire, qui permet aux politiques de nous courtiser, de nous faire rêver. Donc déjà, si un programme vous fait rêver, donc forcément, vous êtes tenté de donner votre voix à cet homme ou cette femme politique. Mais en tous les cas, on a vu, et comme il le dit si bien Alex, les programmes ne sont pas tellement différents dans un département. On a déjà listé toutes les problématiques. On sait qu'il y a un problème de déchets, de transport, un problème sur l'assainissement, l'eau, enfin la conduite de l'eau, enfin bref. Tous les politiques, j'ai envie de dire, pourraient présenter le même problème. Après, maintenant, on essaie de savoir lequel... c'est plus un problème de conviction après, de sentir qui parle vrai. Parce qu'on peut venir avec un catalogue. Hein, parce que c'est celui qui a le verbe le plus séduisant qui arrive à se sortir. Pas forcément, c'est la conviction, c'est la sincérité. Je pense que ça se sent dans des propos. On sent lorsqu'un politique a envie de s'engager. Et après, maintenant, il y a le travail qu'on fait pour conquérir le pouvoir. Et après, maintenant, dans l'exercice du pouvoir, c'est là qu'on voit effectivement si on est capable de tenir un programme, de faire passer tenir par ses équipes, de faire travailler les personnes de la société civile, parce qu'aujourd'hui, aucun élu ne va réussir sans marcher main dans la main avec la société civile. Cette société civile qui, justement, est le moteur de plus en plus de tous les pays, puisque la politique, à quelque part, c'est limite. On voit bien qu'avant, les collectivités pouvaient employer à outrance. Maintenant, c'est le secteur privé. Donc, ce sont les chefs d'entreprise qui donnent le là. Mais quelque part, on a besoin du politique et le politique a besoin de nous pour pouvoir élaborer des programmes qui fassent avancer le pays. D'accord. Harry. Oui. Alors, évidemment, on parle de programme, mais déjà, il est certain que ça dépend à quel niveau d'élection on se trouve. Parce que une nation, quand on a des élections présidentielles, celui qui vient parler pour une nation doit définir toute la stratégie qu'on veut mettre en place pour positionner cette nation dans son développement par rapport au reste du monde. Mais par contre, quand on est au niveau de la Guadeloupe, et tout le débat, il est là, et c'est la raison pour laquelle, à une époque d'ailleurs, des gens disaient est-ce que ça vaut la peine d'aller aux élections, hein?
et j'étais d'accord avec ça un petit peu à une période. Est-ce que, en Guadeloupe, quand on est aux élections, malgré la décentralisation, est-ce qu'on peut considérer qu'on a réellement les mains libres pour décider le programme guadeloupéen? Parce que c'est ça, on tourne tout le temps. Finalement, j'écoute, j'entends ces jours-ci, effectivement, tout le monde parle de... On entend les mêmes choses depuis des temps, parce que les gens sont très limités dans ce qu'ils ont à dire. Hein. Et comme disait si bien... Pourtant, il y a de quoi faire sur le territoire. Alors, il y a de quoi faire. Par contre, ces jours-ci, il y a beaucoup de listes, mais il y a quelques faits nouveaux. On entend quelques propos un peu différents, parce qu'il y a des gens qui arrivent, je dirais, presque... qui arrivent comme des chercheurs, des chefs d'entreprise, qui ont une démarche un peu différente. Ils disent aujourd'hui, il faut prendre la Guadeloupe comme une entreprise. Donc on fait un choix. On développe, je sais pas moi, il y en a qui disent, maintenant on va attaquer l'énergie, on développe de l'énergie, etc. D'autres disent, il faut attaquer... Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, il faut qu'on se donne un objectif. Parce que le grand problème aujourd'hui en Guadeloupe, je sais pas, depuis le temps que je suis en Guadeloupe, je n'ai jamais encore... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut faire de la Guadeloupe? Hein? Ah oui? Mais on n'a jamais su, jusqu'à présent, on n'a jamais su. Moi, je suis rentré... de se poser cette question. Pardon? Est-ce qu'on a la liberté de se poser cette question? Mais on devrait au moins chercher à la voir, parce que c'est un élément fondamental. Vous savez, souvent, on dit, ah ben écoutez, moi, je crois que ça devrait être la première... Ah non. Ah bah si, en politique, on est quand même limité avec un certain nombre de choses. Je veux dire, la Guadeloupe, on a un département français, donc on ne peut pas faire non plus... On est limité quand on se limite. Moi, rien n'est jamais limité. Hein. Moi, je considère que rien n'est jamais limité. On est limité quand on se limite. Vous êtes une personne, la Guadeloupe, c'est un territoire. On s'est tout le temps limité. Mais on s'est tout le temps limité. Vous savez... On s'est tout le temps limité parce qu'on est limité. Tout bonnement, c'est aussi simple que ça. Hein. Vous savez que... Enfin, c'est vrai que j'ai très envie de le dire parce que c'est vrai que ça m'avait frappé. Vous savez qu'il y a de cela 18 ans, on s'est retrouvé à la Maison des Polytechniciens à Paris, grand débat sur... le statut des DOM, de tous les DOM, etc. Débat statutaire général. Et il y avait une dame qui dirigeait un séminaire sur le droit constitutionnel. J'avais été vraiment choqué parce qu'elle a dit, mais vous savez que dans la Constitution française, on dit territoire. Et quand on dit territoire, ça veut dire que vous aviez tous le droit de vous positionner et de dire, je veux changer. Ah, je ne parle pas après qu'on ait lancé le débat statutaire, c'était au moment où le débat est lancé. Elle dit, mais aujourd'hui ça se fait, mais vous aviez toujours ce droit-là. Je dis, non, écoutez, vous plaisantez. C'est quand même anormal de dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'en Guadeloupe, on a eu ce droit. Elle me dit, mais c'est dans la Constitution. Il est écrit territoire. Cette femme était docteur en droit constitutionnel, évidemment. Hein. Donc c'est pour vous dire comment on peut tout faire dire. Donc, mais je parle des principes, qui pour moi est vrai par contre. Hein. On se donne, tout peuple. On peut ne pas réussir, mais on se donne le droit de dire ce qu'on veut. Et c'est peut-être là où je considère que, quand je dis ça, on n'a jamais su ce que nous, on voulait. Avant de chercher qui nous empêche, Non, on n'a jamais su ce qu'on voulait. Et c'est pour ça que nos programmes, il faut reconnaître que nos programmes sont toujours très éduqués. Alors, est-ce que c'est ce qui fait que les programmes dans ce débat sont édulcorés? Alors, on a souvent entendu dire que les programmes sont déconnectés d'avec la réalité du terrain. Et vous l'avez entendu, je peux me permettre. Comme moi. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, je pense que la question fondamentale, c'est la question politique. Le fond, c'est la question politique. Et c'est la question de pouvoir, à travers ce que tu disais. C'est quoi le véritable pouvoir? Puisqu'on peut avoir des programmes, on peut élaborer. Je dis que moi-même, j'y ai participé à l'élaboration de programmes en Guadeloupe. Il n'empêche que, lorsqu'on est au pouvoir, le dit pouvoir qu'on a, soit au conseil départemental, soit au conseil régional, soit en tant que maire et tout ça, on est très rapidement broyé par un système. C'est ça qui arrive malheureusement à nos élus. Mais il n'empêche, je ne partage pas tout à fait l'avis de madame. Pourquoi? Parce que si on n'osait pas se poser ce type de questions-là, aujourd'hui, je reviens sur mon terrain de prédilection, on n'aurait pas eu d'agriculture telle que nous l'avons ici en Guadeloupe. C'est parce que dans les années 70, il y a des Guadeloupéens qui ont décidé que la terre devait revenir aux Guadeloupéens. Et c'est comme ça que des occupations de terre, c'était hors la loi. Ils se sont donnés c'était hors la loi. Des Guadeloupéens ont occupé des terres à 3 niveaux, soit pour faire le jardin, le petit jardin, soit pour habiter,
ou soit pour avoir de grandes exploitations. Et ça donnait quoi? Ça donnait une réponse politique à une action que l'État a considérée comme une action politique. Ça donnait la réforme foncière. Aujourd'hui, la Guadeloupe possède effectivement un volume de terre à travers la réforme foncière. Mais ça a été plus loin, puisqu'après ce combat-là a fait des petits. Parce qu'après, lorsque on a fermé Beauport et lorsqu'on a fermé Grosse-Montagne, le peuple guadeloupéen a désobéi encore et a imposé à l'indivision, conseil général à l'époque et conseil régional, d'acquérir les terres du conseil de Beauport et de Grosse-Montagne, de mettre ces terres à la disposition de l'agriculture. Ce qui veut dire que parfois, il faut tenter, il faut désobéir. Et je peux donner pas mal d'exemples de ce type qui font effectivement que... Effectivement, donc c'est de par la désobéissance qu'on arrive à obtenir... C'est une façon effectivement de gagner une part de pouvoir de temps en temps. Le courage politique, alors je ne sais pas si c'est de la désobéissance, mais c'est du courage politique pour moi, puisque ce qu'Alex dit tellement vrai, on est dans un cadre de décentralisation, enfin c'est pas moi qui le dis, on est, pour ne pas le nommer, Pierre-Yves Chicot, qui dans le droit public le dit souvent, et le martèle lorsqu'il vient à la télé, nous avons des compétences qui nous sont propres. Maintenant, il faut les utiliser. Je prends un exemple qui est simple, je ne fais pas de publicité pour un élu, mais prenons le cas récent de Cédric Cornet qui a été élu hier. Président, il a toujours voulu qu'il y ait cette usine de tri-là. Depuis l'époque, quand il était conseiller régional, il s'est toujours battu pour ça, il y a cru. Donc je le regardais ce soir aux infos, il a raison. Donc voilà l'aboutissement d'un projet. Donc si chaque élu, c'est juste une question, il faut avoir de l'ambition. Vous avez des élus qui viennent pour gérer leur carrière, on le voit d'ailleurs, ils sont toujours en élection, et vous avez des élus qui ont de vrais projets et qui marquent de toutes les manières. On ne peut pas penser que quelqu'un comme Félix Proto, qui quelque part avait choisi de développer... Le complexe routier de la Guadeloupe est quand même l'un des meilleurs complexes routiers de la Caraïbe, mais c'est une décision politique. Donc quelque part, on ne peut pas dire qu'on n'est pas le pouvoir. Après maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait si à chaque fois qu'on est élu, on prépare sa future élection dans 6 ans, mais on va toujours se retrouver. Mais il y a de vrais sujets sur lesquels on peut intervenir. On ne peut pas intervenir sur tout ce qui est régalien, ni sur la monnaie, ni sur la justice, ni sur un certain nombre de choses, la santé, mais on peut encore intervenir, et Alex a raison quand il le dit. On en discutait juste avant. Sur cela. On en discutait juste avant. Sur quoi peut-on intervenir? Mais sur tout le champ politique, sur tout le champ économique déjà. L'économie d'un pays, c'est quand même une matière qui est importante pour le pays. Sur l'économie, vous avez la main. Donc à partir du moment où vous avez... On a fermé tous les commerces de la Guadeloupe. Vous pensez que les chefs d'entreprise de la Guadeloupe, ils ont la main? Alors ça, c'est un autre problème. Vous pensez que tous les hôtels en Guadeloupe... Non, attention. Là, c'est différent. On parle d'économie. Non, on peut pas, non, mais c'est un raccourci. C'est un raccourci. On ne peut pas... Je suis chef d'entreprise, mais on ne peut pas dire... On n'a pas fermé les entreprises de la Guadeloupe, on a fermé les entreprises sur le territoire français dans le monde. On est en train de parler de la Guadeloupe. Non, mais on ne peut pas... Non, mais la Guadeloupe n'est pas un bout de terre dans la stratosphère qui est suspendu nulle part. Donc on vit dans un monde globalisé. Partout dans le monde, les entreprises ont été fermées. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des pays où c'est fermé. Alors, on ne peut pas parler de ça. Il y a des commerces. On a été empêchés de travailler. On a mis en avant la santé des gens. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est un problème qui est purement... Ça me dépasse. C'est quelque chose qui est sur le plan... Et puis excuse-moi, même si nous étions un pays indépendant, voilà, il aurait fallu le faire. Dans la gestion de la crise, certainement, il y a eu des mais des pays de la Caraïbe indépendants l'ont fait d'ailleurs. Mais c'est simple. Ils l'ont fait. Regardons les îles à côté. Mais c'est les îles à côté l'ont fait. Saint-Lucia a bloqué, a fermé. Ils ont bloqué, mais ils ont déjà réouvert et ils ne sont pas... Mais parce qu'ils ont bloqué très tôt. Mais c'est parce qu'ils ont bloqué très tôt. Saint-Lucia a arrêté les bateaux de croisière très tôt. Nous avons bloqué très tard parce que nous n'avons pas décidé de bloquer. On nous a bloqués. C'est ce que j'essaie de vous dire. Quand vous dites que économiquement, même économiquement, on est pieds et mains liés. Il faut être... Dire ça, quand vous prenez l'exemple de l'agriculture, qui est un secteur bien particulier, quand vous dites qu'économiquement, on a la possibilité d'avoir des projets, etc., je suis désolée. Encore aujourd'hui, quasiment tous les chefs d'entreprise aujourd'hui en Guadeloupe sont liés aux aides étatiques. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a le choix. Je vais laisser Alex. Donc, c'est pas une question de choix. Moi, si vous avez entendu, j'ai pris le cas. On peut avoir des objectifs pour son commerce, mais comment on peut tenir ces objectifs-là si, dans la ligne de mire, on est stoppé par l'État? On ne peut pas.
Moi, je suis désolée, j'ai peut-être pas un discours aussi intellectualisé, mais ça ne change rien au fait que lorsque vous dites qu'il y a un programme politique, qu'on a la liberté de choisir ce qu'on veut, etc., je suis désolée, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est alors, vrai. je vais faire une nuance. Alors, je vais quand même... Il faut nuancer les Non, non, choses. alors, Nos opinions divergent, il n'y a pas de non, mal non. à ça. Alors, c'est ça. non, Non, attention. mais heureusement que les Attention, opinions non, non, divergent. attention. Il faut qu'il y ait débat. Non, alors, qu'il y ait débat. non, je vais apporter une nuance quand même, hein, parce que ne mélangeons pas les choses. Dans une société, chacun son rôle. Quand moi je fonctionne en tant que chef d'entreprise, je dois mettre en place des règles définies et je dois me développer à l'intérieur. Mais il y a un programme. Et ce programme est défini, est établi par des politiques. Et même quand, en sens inverse, quand je dis des politiques, la politique de la cité, parce qu'on ne fonctionne pas à droit des règles, madame. Ah bon, d'accord. Il y a la politique de la C'est plus clair. cité. Non, mais non, c'était mais pas bien clair. sûr, mais C'est c'est plus évident. clair. C'est évident, il y a des règles de la cité. Moi, je m'intègre dedans, mais il y a des règles de la cité. Moi, que C'est je plus sache, la Guadeloupe a eu énormément de développement à un moment sur des bases, une volonté politique qui était basée sur la fiscalité. Et on a vu qu'à chaque fois qu'on changeait le pouvoir, eh bien, le programme de la défiscalisation sautait. Suivant que ça soit la gauche ou la droite. Absolument. Bon, on va prendre, vous savez, on va prendre un cas simple. Hein. On a vu Mitterrand, je parlais justement de programme. Mais on est en train de fêter les 40 ans de Mitterrand, j'oublierai jamais. 11 mai 80, ah ben tiens, 10 mai 81. Il est arrivé avec tout le programme de la gauche, Mitterrand, le programme commun. Mais 2 ans après, quand je suis passé, je n'oublierai jamais que 2 ans après, je circulais en France, je me disais, mais c'est bizarre. On croyait presque que la France a subi un coup d'État. Il y a eu 2 années où, une fois qu'on a fait les quelques programmes sous les congés payés, etc., très rapidement, on s'est retrouvé avec une France qui est complètement déboussolée, et Mitterrand a changé complètement son fusil d'épaule, il a appelé Fabius. Mais c'était extraordinaire, c'est un changement radical. On a toujours dit que Mitterrand n'était pas économiste, mais effectivement, il est venu avec un programme politique qui était plutôt basé sur sociologie et tout ce qu'on veut. Économie, il n'a pas. Eh bien, sous ce plan-là, il y a une erreur grave qui s'est produite. Et finalement, on s'est retrouvé avec Fabius, et avec tout à fait autre chose. Et je vous dirais, là-dessus, j'ai la conviction, objectivement, quand je regardais tout ce qui s'est passé pendant l'époque de Mitterrand, je vous dirais qu'à mon avis, je vous dirais, quand au moment où je regardais étudier la politique, et je pensais jeune gars de gauche, tout ce que vous voulez, la gouvernance Mitterrand, je voulais vraiment me poser la question, est-ce que réellement, dans un vrai débat, est-ce que c'est ça qu'on va appeler vraiment quelque chose de gauche? Politique de gauche. Politique de gauche. Et je vous dirais, je vais construire notre cas. Sarkozy, ça m'a surpris. Vous prenez Sarkozy, un mec de droite. Je vous prends un certain nombre de décisions qui ont été prises. Je me dis, mais c'est pas une décision de droite. C'est pas une décision de droite. Quand vous mettez à 30 ans, vous lancez la plus-value, vous enlevez la plus-value, poussez la plus-value jusqu'à 30 ans. Des choses comme ça, c'est pas des choses de droite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me dis, je n'aime plus qu'on parle de programmes droite-gauche, etc. Ce sont des programmes de société. Il y a des choix à faire. Ce sont des programmes de société. Et c'est là où... Alors, il y a pour moi, en Guadeloupe, notre problème, c'est quoi? Il y a un programme qui est défini sur le plan national, avec les conditions nationales. Est-ce que les conditions nationales sont les conditions guadeloupéennes? Non. Le traitement du littoral en Guadeloupe. Messieurs, mais vous allez à Nice, etc., tout le monde va visiter, c'est bétonné, c'est tout ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, un jour, on a dit on bétonne plus. Ce qui est normal en France. Messieurs, notre littoral, c'est quoi ici? Est-ce qu'on fait une économie avec notre littoral? Est-ce que notre littoral est en action économique? Qu'est-ce que nous avons dans notre pays à vendre? Qu'est-ce que nous vendons? Quel est le programme? Qu'est-ce que la Guadeloupe est prête à vendre? Messieurs, aucun pays ne fonctionne sans se demander à partir de quel revenu nous allons fonctionner. Ce ne sera pas les dotations de l'État tout le temps. Nous sommes basés sur les dotations de l'État tout le temps. Et tous nos élus, quand ils arrivent, ils ont un seul programme, c'est dépenser. Dépenser les dotations de l'État. Non, ce n'est pas un fonctionnement de pays. Je considère qu'on devrait définir une économie pour développer ce pays-là et qu'on dépende de notre production. Alors, est-ce que, puisqu'on parle, et je vous ai posé la question tout à l'heure, est-ce que les programmes qu'on a jusqu'ici eu à lire, eu à analyser, étaient déconnectés d'une réalité du terrain, étaient déconnectés des attentes
de la population, puisque d'année en année, vous l'avez vu, on parle de l'eau, on parle des déchets, alors ce sont les mêmes éléments qui reviennent, et la société va de plus en plus mal. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que la déconnexion n'est pas à ce niveau-là. Parce qu'on a un territoire qui a une histoire, d'accord? On sait sur le plan économique ce qu'on doit faire. Tous les programmes qu'on va visiter, à mon avis, vont relater ces choses-là. Là où la déconnexion va s'opérer, c'est que ça ne va pas coller avec, la réalité du territoire global français, 2, ça ne va pas coller avec la réalité du territoire global européen, et encore moins avec la mondialisation. C'est là que, à mon avis, la déconnexion se fait, parce qu'on se trouve face à de drôles de réalités. Je prends le cas simple. Nous sommes, par exemple, votre collègue a reçu là, il y a peu, les gens de Marie-Galante. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est pour lui parler du sucre. La Guadeloupe, c'est un pays qui produit de la canne pour faire du sucre, pour l'export, essentiellement. Or, en 2017, on a fait la fin des quotas sucriers. Le marché du sucre est ouvert à tout le monde. Le prix de la tonne de sucre sur le marché européen a perdu 100 € d'un coup. De facto, le prix de la tonne de canne aurait dû chuter. Mais on a réussi syndicalement à faire en sorte qu'on le maintienne. Mais il n'empêche que le seul territoire européen qui produit du sucre de canne, c'est la France, à travers la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique. Nous, on aurait pu prétendre à une espèce de protection. Or, il n'y a pas dans la logique aujourd'hui de l'économie mondiale, cette notion de protection ne devrait pas exister. Quoique, avec le Covid, on a entendu des choses. C'est-à-dire qu'on est confronté, on sait ce qu'on veut faire pour notre territoire. On a envie de le faire. Donc les programmes sont adaptés à la réalité du terrain. Vous êtes d'accord avec ça? Cette réalité-là qui est la nôtre, se trouve en confrontation quasi permanente avec la réalité de l'économie mondiale. Et comme nous sommes petits, et comme nous ne sommes pas un pays, elle l'a dit elle-même, nous sommes un département, même si je suis parmi de ceux qui veulent de plus en plus désobéir, mais il n'empêche que nous sommes assujettis à ce que nous dira la France. C'est ça la triste réalité de notre économie, de notre politique. C'est pour ça que je dis qu'on peut élaborer tous les beaux programmes qu'on veut. On ne pourra jamais les mettre en action. On ne pourra pas nécessairement les mettre en action. On ne pourra jamais les mettre en action. Jamais, mais c'est... Oui, voilà. c'est compliqué. C'est exactement ce que je disais. Donc au final, on se rejoint. Ça fait longtemps qu'on se rejoint. J'avais compris. C'est exactement ce que je disais. Hein. Oui, mais alors... La subtilité pour moi, c'est pas seulement de mettre en place un programme, parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que le programme rejoint la réalité des choses, sur certains points, oui, dans les programmes, on comprend l'importance de certains points qui sont abordés dans les programmes par rapport à la réalité, par rapport à ce qui doit être fait. Par contre, il y a un autre problème aujourd'hui qui, je pense, qui est un problème pour la majorité des Guadeloupéens, c'est avoir un programme et avoir quelqu'un qui représente le programme. Donc, c'est bien beau d'avoir un beau programme qui défend les intérêts de la Guadeloupe, mais quand vous passez toute la journée à entendre à gauche, à droite, un tel est en garde à vue, un tel est auditionné, la police a déboulé, je suis désolée, aujourd'hui un programme, ça ne doit pas seulement être un morceau de papier avec des bullet points, ça doit être aussi quelqu'un qui va avoir le charisme, qui va avoir la dignité et qui va avoir qui va avoir la puissance vraiment de pouvoir défendre ce programme-là sans qu'on se pose la question, mais quand nous avons Jod là, et un lait qui laisse là qui a auditionné Jod là, c'est quand même malheureux. J'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, depuis 2 semaines, il y a des petits sachets partout en Guadeloupe. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Dans tous les 3 chemins, dans tous les 4 chemins, il y a des petits sachets en Guadeloupe. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Est-ce que ça veut dire que la puissance d'un programme, ça ne suffit pas ? C'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc on parle de programme, on parle d'économie, vous pouvez parler de globalité, vous pouvez parler de tout, mais ça ne change rien au fait que dans les faits, dans la réalité, c'est un autre type de combat. On n'est pas sur un combat... voilà. C'est un autre type de combat. Quel type de combat ? Et c'est sous la ceinture. Sous la ceinture.
Parce que ah bah oui, c'est un combat sous la ceinture. On n'est pas encore arrivé dans les débats, Yves-Lise. D'ici quelques semaines, quand tout le monde regardera Canal 10, je pense que les gens se rappelleront ce que j'ai dit. Ce sont des débats sous la ceinture parfois. Parce que les joutes verbales sont extrêmement violentes. Et on le voit déjà sur les réseaux sociaux, parce que ça a commencé. Hein. Ça a commencé. Ça tire à balles réelles, quoi. On se demande même, mais où est la population dans tout ça? Est-ce que les gens nous écoutent, quoi? Ils n'écoutent pas, parce que pour pouvoir écouter, il faudrait déjà poser la question. La société civile, comme disait Samuel, n'est pas du tout au centre du débat. Du tout. Donc, qu'est-ce qui est au centre du débat? Eh bien, le pouvoir, les budgets, les réélections. Voilà, en tout cas, moi, aujourd'hui, à mon âge, et la majeure partie des Guadeloupéens avec qui j'échange, qui ont mon âge et en dessous, donc ma génération et les générations en dessous, ne se reconnaissent pas. Peut-être dans les programmes, oui, mais dans les hommes qui défendent ces programmes-là, hommes et femmes d'ailleurs confondus. Samuel. Mais je dirais que, bon, moi les petits sachets, je ne les vois même pas. Ah bon? Eh ben, j'ai mis une photo sur Facebook, vous pouvez le voir. Hein. Non, je ne les vois pas, même si ils sont là, moi je ne m'en occupe pas, parce que ça fait pas aussi. Quand ça bouge, on s'en occupe. Enfin, comme je ne pense pas que ça ait une incidence sur. Voilà, ça fait partie du décor pendant les élections. C'est une pratique qui a toujours existé, mais pour moi. Mais pourquoi? Ben ça fait partie. Moi je connais pas. Moi personnellement, je suis née à Paris, donc c'est quand je suis arrivée ici, quand j'ai été très jeune, que j'ai connu ça. Oui, mais on est en Guadeloupe. On est en Guadeloupe, c'est comme ça que ça se passe ici. Après, on ferme les yeux. Voilà. Donc il faut. Il n'y a pas qu'ici. Non, il n'y a pas qu'ici. C'est pas nous qui avons inventé. Non, il n'y a pas qu'ici. Voilà, il n'y a pas qu'ici. Ce débat-là, il n'y a pas qu'ici. Voilà, il n'y a pas qu'ici. Je reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en Guadeloupe ici. Apprenons à balayer devant notre porte avant de vouloir aller balayer devant la porte des autres. Nous sommes champions pour ça. À dire oui, mais ailleurs ça se fait. On est en Guadeloupe ici. On parle de la Guadeloupe. Pourquoi est-ce que ça se fait ici? Pourquoi est-ce que justement c'est plus important ça que de défendre son programme et d'avoir comme je disais, tout le monde fait ça, tout le monde pratique ça. Mais qui c'est qui fait quoi? Mais vous savez qui fait ou qui fait pas? C'est ce que je dis. Donc personne ne peut. Peut-être pas, mais ça. Je suis pratico. Il y a des gens qui arrivent. Ça c'est vous. Et qui restent pendant 20 ans en Guadeloupe et qui ne voient jamais ça. Oui, mais ça c'est vous. Moi je veux dire. Ne ramenez pas ça à vous. Je vous parle de quelque chose de moi. Si on veut faire un pays. Mais non. Si on veut faire un pays, on ne peut pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passe dans le pays comme étant des effets bloquants. Il y a, et d'ailleurs quand je parle à mes amis chefs d'entreprise, je leur dis, bon les amis, dans le même territoire, comment vous m'expliquez qu'il y a des gens qui arrivent, on les voit arriver, on les voit s'enrichir. C'est ça mon sujet. Comment ils font, dans le même environnement que nous, empêcher avec les mêmes choses, tracer leur route. Là, il y a de vraies questions à se poser. Il y a le rôle on connaît certaines, ce sont des pistes qu'on a déjà abordées, on sait pourquoi. Mais là, est-ce qu'on se donne les moyens en tant que Guadeloupéens de prendre à bras le corps notre économie? C'est ce qui m'intéresse. Que fait-on dans notre économie? Quelle Guadeloupe qu'on prépare pour nos jeunes qui partent faire des études aujourd'hui et qui ne vont pas retourner parce qu'il n'y a pas un territoire pouvant accueillir leurs compétences? C'est ce qui m'intéresse. Comment on fait pour intéresser les jeunes Guadeloupéens à ne pas faire comme les anciens, c'est-à-dire à considérer que les études, c'est une fin? Les études, ce n'est qu'un début de processus. On étudie pour faire quelque chose. On étudie pour développer son pays. On étudie pour monter des entreprises. On n'étudie pas pour travailler. Tout le monde à la région, tout le monde au département, tout le monde... C'est fini. Donc pour moi, c'est ce débat-là qui m'intéresse. Quoi faire dans l'économie? Parce que c'est tous les jours que je vois des secteurs qui sont en train de bouger en pleine mutation, dans lesquels nous sommes complètement absents. C'est ça qui m'interpelle aujourd'hui. Voir comment il y a des boîtes qui se montent à Jarry partout. Est-ce qu'on va se focaliser que sur Jarry? Comment prévoir une fiscalité pour les jeunes de Port-Louis, d'Anse-Bertrand? Comment faire trouver du travail pour les jeunes qui sont le SAR, le fameux SAR? Faire un schéma d'aménagement régional qui s'impose à tous les présidents de région. Faire un SAR sur 30, 15, 20 ans. Arrêter de faire du coup par coup. Parce qu'il y a des choses qui se font quand même. Mais il faut parfois figer comme ça les programmes où se dire, voilà, on réfléchit avec des gens. On l'a fait. Malheureusement, c'est pas allé très très loin en 2003, mais le travail avait été fait lors de la déclaration de Bastia. Il y avait un vrai programme pour la Guadeloupe. Je pense qu'il y avait, tout le monde y avait participé, des universitaires, tout le monde y avait, ça existait. Maintenant, la population n'a peut-être pas suivi
on n'a pas été assez pédagogue. On n'a pas été assez pédagogue. Est-ce que les hommes qui étaient derrière ce programme ont mis toute la volonté qu'il fallait pour justement faire aboutir ou mettre en action les éléments du programme? Parfois je dis qu'on a tort d'avoir raison trop tôt. Parfois vous êtes trop en avant aussi par rapport à votre peuple. On a besoin de guides, mais parfois les guides, il faut user de pédagogie. Parfois, ce qui n'est pas passé il y a 20 ans passera dans 15 ans. Maintenant, le problème, c'est que ça fait tard. Le temps n'est pas notre ami. On a aujourd'hui de vrais problèmes. On voit que en 2030, je crois, 33% de la population a plus de 60 ans. Ça m'effraie, ça. Mais par contre, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. On est toujours en réaction. Par exemple, on n'a pas choisi le tourisme ici. Le tourisme s'est imposé de par lui-même. Mais il n'y a pas, parce que si on choisit de faire du tourisme, on met en place les réseaux d'eau, on prend un certain nombre de dispositifs pour pouvoir faire que le tourisme puisse fonctionner. Je vous donne un exemple. Regardez la ville de Pointe-à-Pitre. Vous prenez ce que la ville a connu. Et aujourd'hui, cette ville-là peut renaître, c'est une très belle ville. Il suffit parfois de refaire, vous refaites que la place de la Victoire. Je vous promets qu'autour de la place de la Victoire, il y a une vraie économie qui va se développer et qui va irriguer toutes les autres rues. Je prends juste un territoire. Mais la place de la Victoire a été refaite, hein? Non, elle n'a pas été refaite. Il y avait une première place de la Victoire. Non, mais ça fait 40 ans. Ça oui, fait 40 oui, ans. mais une première place de la Victoire. Refaire la place de la Victoire, ça veut dire faire que ce soit un vrai parc où les gens prennent plaisir à venir, un vrai espace vert qui irait peut-être jusqu'au quai. Et il y a déjà, il y a des squats pour les enfants, il y a des espaces non, verts. je vous dis que c'est pas bon, j'y passe tous les jours, Non, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas bon? C'est pas les espaces verts, c'est pas les squats. Non, parce que c'est pas entretenu, parce que il y a pas de lumière, parce que les allées... Voilà. Il faut refaire la place, j'ai pas dit il faut refaire la place. C'est juste mettre des lumières. Non, pas juste mettre des lumières, il faut refaire le mobilier, ou bien il y a des choses à faire, parce qu'on est en 2021, il faut faire un certain nombre de choses. Et je vous promets que l'activité repartirait à partir de Pointe-à-Pitre, partirait de là. Et après, forcément, tout le monde ne pouvant pas s'installer autour de la place de la Victoire, ça irriguerait toute la ville. Et ça commencerait... Donc, il faudrait un programme où on trouverait qu'il faut refaire la place de la Victoire. Je vous donne un exemple, Yves Boissy. Je le dis tout le temps. Dans tout pays, il y a une ville moteur. Le problème, c'est que Pointe-à-Pitre n'a jamais été considéré. On a toujours laissé les Pointois faire leurs affaires entre Pointois. Il faut que la puissance publique se dise que cette ville-là, il faut la développer. Lorsqu'elle va se développer, c'est la Guadeloupe qui va se porter. En quoi faisant? En créant les conditions d'éclairage, les routes, les trottoirs. Et puis après, les chefs d'entreprise vont prendre le relais parce qu'aujourd'hui, c'est la ville dans laquelle il y a le plus de jeunes qui investissent. Il faut savoir que le marché immobilier à Pointe-à-Pitre est très dynamique. Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont compris et qui viennent de plus en plus s'y installer. Mais c'est vrai qu'ils rament 2 fois plus, puisque comme il n'y a pas la volonté politique derrière, alors j'espère que le maire de Pointe-à-Pitre, je crois que la ville aujourd'hui est éligible au quorum, donc je pense que ça va donner un coup de fouet à la ville. Mais il faut aujourd'hui que cette ville-là, qu'on développe cette ville-là, parce que Pointe-à-Pitre aurait dû être le moteur de la Guadeloupe. Est-ce que c'est la volonté politique qui a manqué? Il manque la volonté politique de nos propres élus, parce qu'on fait de la politique. Il manque tu as abordé la... Enfin, oui, vas-y, finis. Tu as abordé la place de la Victoire. Je vous dis une chose. Le maire était à l'époque Henri Mangou. Quand je suis arrivé, très tôt, j'ai dit, je pense qu'il faut lancer la place de la Victoire. Et il m'avait dit, vous voulez dire quoi? Je lui ai dit, écoutez, vous avez vu comment Montmartre fonctionne à Paris? J'ai dit, vous voyez la place de la Victoire? Il faut que ça soit un lieu de vie permanent. Ça doit devenir le centre d'activité touristique de la Guadeloupe. Vous prenez la place de la Victoire, je dis, et pour moi, c'était ça. Je dis, pour moi, on prend la place de la Victoire. Tout autour de la place de la Victoire, c'est piano, bar, c'est restaurant, c'est machin, c'est activité nocturne touristique. Ça fonctionne comme ça. Et deuxième plan, je démolis les bâtiments autour, je fais du parking à étage. Parce qu'on n'a pas assez de place. Bon, au lieu de faire du parking en sous-sol, je monte. Et je crée l'activité là. Et ensuite, je lance la Pointe-à-Pitre pratiquement dans une sorte de ville, de petits hôtels particuliers. Je relance l'activité et je mets Pointe-à-Pitre à notre niveau. Parce que je le mets central. Ça veut dire le touriste qui est au Gosier, à 10h, 11h, ça n'empêche pas qu'il prenne une navette bateau, qui le mène sous la darse, il vient, il reste jusqu'à 2h, 3h du matin. Je poussais même à dire, je fais un carnaval autour de la place de la Victoire régulièrement. Je loue des costumes, je dois vendre ce que j'ai. Et je dois le rendre original. Moi, je n'ai pas inventé le monde, mais je sais que quand j'étais étudiant, à partir du mois d'avril, je montais à Montmartre.
Et je me disais, mais c'est marrant, ce truc-là, ça vit tout le temps. Et ça vit jusqu'à 3h, 4h du matin. Et je me disais, mais c'est marrant. Eh bien, nous, on a... C'est ça qu'il faut. Parce que le principe, c'est qu'il fallait aussi qu'on se dise, un jour, nous décidons que nous développons telle activité. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que... Enfin, je ne suis pas sûr. Je dis, depuis les gîtes, ça change un peu. Mais avant que tout le monde fasse des gîtes, je n'étais pas sûr que les Guadeloupéens avaient bien compris qu'il fallait développer du tourisme. Comme tu disais, on a imposé le tourisme. Donc, le tourisme était inadapté à la Guadeloupe. On a créé des hôtels, point. On n'a pas pensé le tourisme à la Guadeloupe et adapté aux Guadeloupéens. Parce que le tourisme en Guadeloupe a été une catastrophe. Parce que ça n'était pas adapté du tout. La façon dont on avait dit oui n'était pas adapté aux Guadeloupéens. Ça n'a jamais été un programme guadeloupéen, le tourisme. Et finalement, à un moment, ça a dérapé. On s'est retrouvé à faire des gîtes, etc. Et on a compris. Mais alors, vous voyez, moi, par contre, là où je trouve qu'il y a un problème en Guadeloupe, c'est que, vous savez, dans toute situation, il y a le politique, il y a les socioprofessionnels, il y a la société civile, il y a tout ça. Et les idées émergent comme ça, mais il faut qu'il y ait la possibilité, quand une bonne idée naît, de la mettre en pratique. Et ça, on ne fait pas ça. Premièrement, on ne le fait pas. Deuxièmement, je dirais même plus, et là, c'est l'expérience vécue, parce qu'on parle de tourisme, je peux aussi citer un cas précis. J'allais acheter le terrain, je l'ai plutôt déjà dit, j'allais acheter un terrain à Madame Vivière, Jeanne Vivière Soumoul, eh bien c'est pareil. Mais en définitive, le problème, qu'importe le projet que vous voulez faire, vous êtes privé en société civile, vous avez besoin que le politique vous entende. Il doit vous entendre. Mais quand il vous entend, il faut qu'il vous entende. Il faut qu'il vous écoute déjà. Il faut qu'il vous écoute, il vous comprenne. Pour qu'on comprendre, il faut déjà écouter. Il faut déjà écouter. Ensuite, on peut comprendre. D'ailleurs, et là... oui, et tout le problème est là. Et d'ailleurs, parmi, enfin je ne sais pas, je peux me dire ça, mais parmi les candidats qu'il y a actuellement aux élections, il y a quelqu'un qui m'avait frappé, qui m'a interpellé sur sa façon de... Il m'a dit, écoute, depuis le temps, j'ai un certain nombre de projets, j'ai tout fait, j'ai essayé de contacter tout le monde, personne ne bouge. Il me dit, je considère qu'il y a une seule solution, il faut que j'aille aux élections et que je prenne la région. Si j'arrive à prendre la région, je mets en place mon projet. Et c'est vrai, je lui dis, mais c'est pas logique. Tu es un homme chercheur, un homme d'action, ce que tu dis est très sensé, c'est très bon. Mais je dis que tu sais que je ne suis pas sûr, le fait d'être à la région va te permettre de pratiquer, de mettre en place ton... Mais je comprends ce que tu dis, parce que tu sens que tu pédales dans le vide. Parce qu'on n'arrive pas à faire cette alliance. Parce qu'en Guadeloupe, on n'arrive pas à se mettre autour d'une table et à développer un projet ensemble. Tenez bien, ne perdez surtout pas le fil. Samuel, Alex, Vanessa et Harry, puisqu'il va falloir marquer une pause de publicité et ensuite on reviendra au sein de ce débat et comme ça vous aurez la possibilité de réagir. Et puis il y a déjà des appels, mais je vous demanderai de patienter quelques instants. Nous reviendrons avec vous juste après cette page de publicité. À tout de suite. J'ai raté beaucoup de choses à cause de ça. Voilà, ben nous sommes revenus au sein de notre émission et il y avait d'abord Samuel qui voulait s'exprimer, ensuite il y avait Alex et puis nous poursuivrons avec Harry et Vanessa. Alors, Harry a dit quelque chose tout à l'heure en disant que faut valoriser les idées, il faut les concrétiser. J'ai un souci avec nos politiques. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils s'enferment dans une tour d'argent. Ils déconnectent avec les gens qui peuvent. C'est pour ça que, peut-être ton ami t'a dit, il faut parfois, moi aussi j'ai cette impression-là, j'ai des idées, mais j'ai pas forcément envie de continuer en politique, mais je me dis, c'est si seulement que j'y vais, que je vais réussir à... Alors que normalement, chaque personne devrait être dans son domaine, pour ne pas le nommer, des gens comme Richard Saint-Silly, qui sont des sommités dans leur domaine, mais qui ont déjà pensé la ville autrement, végétalisation des espaces. Parce que lorsque vous végétalisez une ville et que vous créez les conditions, vous allez à Deauville aux planches, vous voyez l'activité. Normalement, si cette ville-là était Pointe-à-Pitre, je repars de Pointe-à-Pitre, parce que les autres villes ont d'autres vocations. Vous avez des villes à vocation pour l'agriculture, j'arrive avec toute sa partie industrielle et tout ça, mais Pointe-à-Pitre, c'est une ville de culture où normalement les gens pourraient sortir des hôtels du Gosier, venir en tour, en bus, en tour, comme les tours qui visitent dans toutes les îles de la Caraïbe. Vous avez des petits trains, vous avez des tours, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un lieu d'activité où convergent ces gens-là pour venir écouter de la musique, comme à Cuba, comme partout d'autres. Donc aujourd'hui, quand on parle de programme, il faut sortir des sentiers battus. Il faut sortir. Imaginer d'autres éléments
pour avoir peut-être, Samuel, un programme alléchant, un programme innovant, Alors, c'est ça? Il faut, parfois, on part dans de grands débats, dans de grands programmes dont on ne verra jamais, qui ne verront jamais le jour, des sortes d'arlésiennes. Et vous avez des choses concrètes à faire qui ne demandent pas énormément d'argent, c'est une petite volonté politique. Et je dis encore que là, les maires, par contre, je les interpelle ce soir, ils ont un rôle à jouer. C'est pas normal qu'on ne puisse pas, je ne dis pas un maire de toute la journée de rencontrer tout le monde, mais vous connaissez les acteurs. Les acteurs connaissent. Harry, si tu sors quelque part, tu viens, on connaît tes compétences quelque part, Alex, tu es connu, madame. Il y a des gens qui sont connus. Et j'ai parlé tout à l'heure, pour ne pas le nommer, de Richard Saint-Silly, qui sont des gens qui, dans leur. Ces gens-là peuvent aider un pays à avancer parce qu'ils ont de vrais projets. Moi, ça fait longtemps que je parle du littoral. Il y a de vraies choses à faire dans le littoral. On ne peut pas laisser le littoral en l'état. On perd une économie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le littoral en Guadeloupe, on est bridé par les services de l'État, la DEAL, l'ONF, le Conservatoire du littoral, mais à aucun moment, nos élus doivent pouvoir se tenir en face de ces gens-là et discuter, parce que parfois, on ne fait pas non plus ce job. Il suffit d'aller leur dire, voilà, on a de vrais projets pour les villes, et voilà ce qu'on leur propose. C'est pas faire sans l'État, parce que si l'État a une compétence, il faut coproduire avec elle. Mais parfois, on ne travaille pas, on ne va pas jusqu'au bout des projets. On se contente. Bon, je connais des gens, je vous dis, c'est quelque part un peu parfois la faute de certains élus. Parce que nous, les chefs d'entreprise, on est limités parfois dans notre action, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans les élus. Mais si les élus pouvaient nous écouter parfois, ne serait-ce que parfois vous allez voir un élu pour un programme, il parle plus que vous. C'est-à-dire, le mec profite pour vous débattre. Tout ce qu'il a, vous le voyez, pendant 2 heures, il parle pendant 1h45. Vous n'avez pas le temps de lui dire, voilà ce que Et il parle pour vous dire quoi? Mais il parle pour vous. Il parle, parce que il a des choses à dire. Voilà. Il s'écoute parler. Il faut revenir. Il faut qu'on revienne. Il faut revenir à l'essentiel. Voilà. C'est pas normal qu'un pays, c'est seulement lorsque nous sommes en position extrême de crise sanitaire. Lorsqu'on a une crise sanitaire, on traverse plus que on traverse cette période-là mieux que certains grands pays. Parce qu'on met en place des choses et tout ça, on a une grosse capacité, une grosse résilience de faire des choses. Par contre, c'est le temps normal qui nous cause problème. C'est-à-dire, lorsque tout est normal, on s'endort, Madame Bosse, on s'endort. Et donc, on se laisse dépasser sur la droite par toutes sortes de personnes, alors qu'il y a des choses concrètes à faire. Sur la droite ou sur la gauche? Sur la droite, parce qu'on normalement on peut doubler à gauche, mais doubler quelqu'un sur la droite, ça se fait pas. Donc, je dis qu'il y a de véritables, il y a des projets, il y a de petits projets qui peuvent faire que l'homme guadeloupéen, la femme guadeloupéenne retrouve sa place dans cette société-là, qu'elle reprenne sa place, que les jeunes reprennent leur place. Il y a des choses à faire. Ce ne sont pas des choses qui ont été réfléchies par la France. C'est des choses qu'on peut faire. Ce sont des projets de territoire sur lesquels on a la main, justement, économiquement. Mais on ne les fait pas parce que parfois, vous n'êtes pas entendu. Parfois, vous faites une émission ce soir, on parle de ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul homme politique ou une seule femme politique qui va prendre son téléphone et va dire, bon, peut-être que ces gens-là disent des choses qui sont intéressantes. Allons voir, mettons en place. Convoquons-les pour pouvoir voir ce qu'ils ont proposé. Maintenant, vous entendez, ça ne va pas, vous me dites au revoir, je comprends ça. Mais parfois, on a essayé, mais parfois, ils n'essayent pas, ils ne travaillent pas sur les sujets. Donc, et vous voyez des gens faire des choses, ils viennent, ils font des choses. Mais on est en retard de développement. Donc, on devrait profiter de cette compétence économique qu'on a pour développer notre pays. Mais je leur dis, mais parfois, c'est juste énervant. Parce que ce n'est pas de la faute de l'autre, ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas de la faute du gouvernement, c'est nous qui sommes complètement parfois autistes et nous nous regardons chez une faïence. Et parfois, c'est parce que ce n'est pas moi qui ai décidé de faire ça, donc l'autre ne le fait pas. Ou parce que parfois, c'est son prédécesseur, donc il arrive, il ne fait pas. On se sabote en permanence. On se sabote en permanence. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une catégorie. Les jeunes arrivent et ils sont perdus, et vous voyez que parfois ils partent dans des combats qui ne sont pas les bons combats. C'est pas là que ça se passe, mais ça fait bien de faire ça. Donc voilà, on reste sur des trucs d'esclavage, on aime développer ça, mais c'est pas là que ça se passe. Il faut prendre le pays, on a besoin de le prendre, il faut le prendre en main, et il faut faire des choses pour développer notre économie. J'appelle encore une fois, j'attire l'attention de nos politiques sur ça, il y a de vraies choses à faire. Il y a des personnes qui ont de vraies idées, mais il faut les écouter. C'est ça. Alex. Et à mon avis aussi, et on se rejoint, hein, on se rejoint parfaitement. À mon avis, il faut respecter aussi les caractères. Parce que moi, je prends un exemple, expérience vécue. Je suis agriculteur. Il y a des gens qui sont marépicheurs, il y a d'autres qui sont dans le bâtiment comme toi. Mais on a l'impression qu'il y a un fossé qui se crée. Parce que je suis consulté là actuellement pour les élections régionales qui viennent.
je suis consulté par des partis, pas nécessairement les plus gros pour l'instant, mais il n'empêche que ça m'arrive d'aller faire des interventions pour ces associations-là qui vont aux élections. Mais il n'empêche que, expérience vécue, chaque fois qu'il y a élu, il y a tendance à oublier nous. Ils deviennent des sachants. C'est vrai. Ils connaissent tout dans l'agriculture, par exemple. Comme on peut dire, moi, en 2009, pendant le mouvement social de 2009, il y avait 9 000 habitants à Marie-Galante, il y avait 11 000 vaches. 9 000 Habitants à Marie-Galante, 11 000 vaches. T'as une piste bœuf qui monte à Marie-Galante. Or, à ce moment-là, ça pour faire un abattoir. Au moment où l'État a mis un habitant en place, pour moi qui c'est en subvention toxique, il a fait décapitaliser, parce qu'il a poussé à abattre vaches à l'état. Ça veut dire qu'il a fait décapitaliser. Et donc, conclusion, les gens ont commencé à tuer les bêtes. C'est au moment où les bêtes diminuent qu'on fait un abattoir à Marie-Galante, qui ne marche pas. Au moment où il y a du chlordécone sur toute la côte, le croissant sud-bastérien, c'est à ce moment-là qu'on va faire un abattoir. Je prends l'abattoir de Gourbert, qui a un problème d'eau récurrent, mais c'est à ce moment-là aussi que le cheptel diminue dans la zone, puisqu'on prend le cheptel, on l'emmène en quarantaine en grande terre, pour y décontaminer petit moins. Quand on prend des abattoirs, on ne laisse pas partir en haut là. Non. Je pense que, à mon avis, on ne nous écoute pas suffisamment. Dès lors que ces gens-là sont élus, ils deviennent de fait des sachants et nous oublient. Donc, il vous pique les idées? Non, si encore il nous pique les idées, ça aurait été super. Mais non, mais on ne nous entend pas. Je prends l'exemple par exemple. Bon, l'agriculture du monde est subventionnée. Nous, en Guadeloupe, nous avons un certain nombre de subventions. Je prends l'exemple du POSEI. En 2009, toujours, je prends cette période-là de référence, nous avons lutté. Nous avons pu obtenir une enveloppe complémentaire de 40 millions d'euros à travers le CIOM, c'est la commission interministérielle des DOM. Chaque ministère met l'argent, ça monte à 40 millions pour venir renforcer le POSEI existant. C'est parce qu'on considérait à l'époque que le POSEI était déjà insuffisant. Il n'empêche que l'Europe a décidé il y a 2 ou 3 ans de réduire le POSEI des DOM de moins 11%. Mais j'ai vu les politiques s'entourer de pléthore de personnes, mais il n'y avait pas de paysans véritablement dedans. Ils ont bâti, ils ont à Bruxelles, ils vont défendre. Heureusement, ils arrivent à négocier quand même. Mais il n'empêche que l'Europe sortit de 11% pour tomber à moins 3,9%. Mais moi, j'ai pris mes responsabilités en tant que secrétaire général de syndicat. Je suis allé voir la même personne, je suis allé voir Margie. Et on dit, Margie, mais si en 2009, il y a 40 millions, c'est parce qu'il a été insuffisant. Pourquoi on besoin fonctionner, je dis là? Mais si, effectivement, on nous avait mis dans le paquet, on nous avait entendu, on nous avait écouté, peut-être qu'un mois où j'ai fait des points, monter à Paris ou à Bruxelles, et défendre ça. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fossé nécessairement qui se crée entre les candidats et les élus, là, ils viennent élus, ils ont oublié nous. Absolument. Ça, c'est expérience vécue. Bon. Quant à la loi sur le littoral, on ne peut pas faire systématiquement, même si on est département. Mais quand même, on ne peut pas faire du copier-coller de tout ce qui se fait dans un grand pays comme la France, en zone tempérée, nous dans zone tropicale. La richesse de la Guadeloupe, entre autres, c'est son littoral. Je rappelle, depuis, parce qu'à travers mes discussions avec mes camarades, mes aînés, mes pères, d'accord? Mais Jacques Nestor, à l'époque déjà, avait déjà un projet d'élevage d'huîtres sur le littoral guadeloupéen, ce qui veut dire qu'il y a du potentiel. Or, aujourd'hui, la loi sur le littoral nous bloque totalement, ce qui veut dire sincèrement qu'aujourd'hui, sincèrement, on a à prendre nos responsabilités. Et prendre nos responsabilités, ce n'est pas seulement l'élu. On sait très bien qu'il va se faire broyer. À mon avis, par qui? C'est par le système. Par le système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est ça, c'est l'État. C'est l'État français, c'est l'Europe, c'est la mondialisation. Il va se faire broyer. Et donc, la seule possibilité que l'élu a pour ne pas se faire broyer, c'est de s'appuyer sur son peuple. Exactement. Mais n'est-ce pas ce qu'il fait quand on regarde les programmes, quand on regarde tout ça? Est-ce que les élus ne s'appuient pas sur le peuple? Moi, je prends le cas de Marie-Galante aujourd'hui. Parce que sur les programmes, juste je prends le cas de Marie-Galante. Sur les programmes, par exemple. Je prends le cas de Marie-Galante, l'usine de Marie-Galante. C'est pas le sujet ce soir, je ne vais pas l'aborder. Mais on a fait une déclaration. On a donné notre avis, même si on n'est pas entré dans les détails. Je l'ai envoyé aux médias. Un seul média m'a appelé, c'est Radio Tambour. C'est pas arrivé à Canal 10. Oui, c'est arrivé à Canal 10. Un seul média qui m'a appelé, c'est Radio Tambour.
Pour notre courrier, moi. Aucun élu ne nous a encore appelés. Oh, j'ai entendu des propositions. J'ai des points de vue sur les propositions. Et c'est beaucoup de bonne volonté, mais que je respecte. Mais les élus, disent en permanence, ouais, les programmes ont été élaborés avec la population et pour la population. Alors, oui, que se passe-t-il? C'est un slogan, ça. Ça, c'est un slogan, ça. Il y avait un élu, à quel moment? C'est un slogan. Et ce qu'Alexandre disait, c'est vrai, ils deviennent des sachants une fois qu'ils sont complètement imperméables. C'est dur de dire ça, mais il faut quelque part secouer l'arbre un peu. Il faut qu'on parle à nos élus. Il faut qu'ils puissent entendre que lorsqu'ils sont quelque part, ils doivent entendre qu'il y a autour d'eux des gens qui soient capables de leur proposer des choses pour le pays. Et si on parle trop fort, il va inviter. Voilà. Et parfois, je vous donne un exemple, parfois pour être... il faut juste être quelqu'un de... En fait, c'est comme s'il ne fallait pas leur tenir en tête. Donc, il ne faut pas discuter avec eux quand vous êtes comme ça. Alors que le pays a besoin de tous ces enfants. Le pays a besoin de moi. Je vois autour d'une... Moi, parfois, je suis dans un groupe, enfin, vous savez, dans le CN. Lorsque je vois le nombre de compétences, c'est presque de la compétence perdue. Puisque normalement, dans un groupe comme celui-là, dans n'importe quel pays, on doit tout avoir un... Pourtant, il y a beaucoup d'élus dans ce groupe-là. Oui, il y a des élus. Mais alors, ceux-là au moins devraient entendre, ceux-là au moins devraient agir. Voilà. Mais à quel moment on nous convoque pour dire, bon messieurs, on sait que dans tel domaine, on a lu ça, tel domaine, il y a vous, parce qu'il y a des gens qui font des choses en Guadeloupe. Vous avez des petits jeunes qui aujourd'hui investissent dans des produits pays et qui font avec des moyens limités ce qu'ils auraient pu faire vraiment s'ils étaient aidés, mais vraiment. Mais je suis désolée, Samuel, au niveau du groupe, et c'est le bon exemple, ça foisonne, vous dites vous-même, il y a beaucoup de compétences, il y a tout ça, mais il y a aussi des élus. Il y en a pas mal. Donc, est-ce qu'au moins ceux-là, ils prennent les réflexions, les réactions, ils se les approprient pour en faire quelque chose. Mais c'est pour ça que ça a été fait. Alors, est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe? Non, c'est pas pour. On n'a pas fait ça pour se garder. Justement, parce que parfois, vous dites à un élu, bon, moi, j'ai pas envie, parfois, il m'arrive de ne pas vouloir aller dans une élection. J'ai laissé ça depuis un moment. Je suis toujours intéressé par la chose politique parce que je pense que c'est là qu'on peut agir. Par contre, parfois, on se dit, bon, je reste dans mon domaine d'activité, mais parfois, je vais faire passer des messages aux élus pour leur dire comment on peut voir les choses. Mais vous n'êtes pas à consulter. Et même quand ils lisent, mais si prenez les propositions qu'on fait et appliquez-les. Ou bien étudiez-les, vous avez des techniciens autour de vous, regardez ce qui est possible de faire. On a parlé une fois, on a parlé de problématiques. Une entreprise, plus elle sort du carré d'or, de Jarry, et plus les entreprises ont des problèmes. L'entreprise qui est, par exemple, à Anse-Bertrand, Petit Canal, ne devrait pas avoir la même fiscalité que l'entreprise qui se trouve à Jarry. Mais c'est quand même mécanique. Il y a dans des pays, en Italie, par exemple, on a essayé ça. Dans le sud, les mecs, ils ont fait des expériences et ils ont adapté la fiscalité en fonction du territoire. Et là, ça fait que vous développez un pays dans son ensemble. C'est pas normal que tout soit concentré quelque part. Donc vous développez le pays avec les spécificités de territoire. La Côte sous le vent a ses richesses. La Côte sous le vent a ses richesses. Le Nord Grande Terre a ses richesses. Donc tu vois, il faut pas les scinder. Non, il ne faut pas les scinder. Justement, il faut pas les scinder. Il faut créer, voilà. Tu as parlé de Pointe-à-Pitre tout à l'heure là. Pointe-à-Pitre peut être un élément qui peut catalyser tout ça, un élément moteur. Mais autour de l'idée de Pointe-à-Pitre, tu comprends bien qu'il faut créer une interaction entre la pêche, l'agriculture, le tourisme. Mais c'est clair. On ne tourisme pas même en Guadeloupe, mon capable manger fruits. C'est clair. On est d'accord avec ça. Ah non, Alex Bandou, non. Congelé, oui, il faut d'affaires à peur, mais il faut pas oui. Donc on peut adapter c'est ce qui veut dire à notre réalité. Une réflexion globale qui prenne en considération tout ça. Et la richesse de la Guadeloupe à ce moment-là, c'est la capacité qu'on aura à créer cette interaction-là entre toutes ces richesses-là. Voilà. C'est un maillage. C'est un maillage. C'est un maillage. Et pour ça, où l'on met au centre, un bon chef d'orchestre. Il faut, voilà. Il faut des projets. Ouais. Et à part le programme, parce que le programme électoral, il est fait pour appâter, ok, mais moi je préfère parler de projets de société. Oui. Il faut des projets de société pour cette société-là. Nous sommes une société en pleine fabrication.
On peut être d'accord, pas d'accord. Moi, j'y ai participé. J'y ai participé. Mais le document qui a mené le mouvement social en 2009, qui avait toutes les propositions, pour moi, c'était déjà la base d'un projet de société pour la web. Absolument. Après, on peut être d'accord, pas d'accord. Hein, mais il y avait déjà la base. Il y avait la trame, il y avait la trame pour effectivement un projet de société pour la web. Quand 10 Guadeloupéens sont quelque part et qu'ils réfléchissent sur quelque chose, il y a toujours quelque chose de bien qui doit en sortir. Ça, c'est clair. Il y a pas... J'ai jamais vu un groupe de personnes quelque part et comme vous entendez, il n'y a rien à en tirer. C'est pas possible. Enfin, il y a un problème quand même. 2009, alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je n'ai pas compris pourquoi à la fin. Oui, alors on est d'accord sur ça. Ah bon, d'accord. Parce que justement... Parce que quelque part, on a du côté complètement des politiques, on n'a pas voulu parler avec nos politiques. Non, mais pourquoi à la fin? Parce qu'à la fin, j'attendais la conclusion. Le programme était... D'ailleurs, c'est vrai que c'était assez... Mais ça dépassait le petit Guadeloupe. C'était vachement bien fait, bien fait, tout ce qu'on veut. Alors on bloque la Guadeloupe pendant 4 jours, machin, on fait tout ça, on arrive au bout. Et puis, je suis d'accord sur ça. Je pense qu'il y a des erreurs, il faut les accepter. Oui, mais mais là, c'est pas une erreur. Des erreurs, parce que le premier là, pour moi, c'est de refuser d'aller aux États-Unis. Mais oui, ou provoquer les États-Unis. Mais oui, voilà. On va provoquer un problème, mais on ne va pas résoudre. Eh bien, voilà. Alors, donc, c'est depuis tout à l'heure, parce que en écoutant, je me dis, mais finalement, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de cohésion. Nous avons un sérieux problème ici. Chacun joue sa musique, il n'y a pas de cohésion. C'est ça. Et on n'arrivera jamais à développer quoi que ce soit dans un système pareil. Il n'y a pas de cohésion. Parce que on dit pour le peuple a sa part de responsabilité. Hein. Parce que, attention, le peuple n'est pas vertueux. Hein. Il faut bien voir le fonctionnement. Ce sont des hommes. Hein. Mais comme oui. tout homme. Mais oui, mais donc finalement. Ah ben oui, mais nous sommes des hommes. Ben oui, mais il y a. Bah oui, mais le problème, humains. ce sont des hommes, mais avec ce qu'ils peuvent faire aussi. Et comment ils Moi, je fais partie. Plus je discute avec les gens, avancer. plus je rencontre les gens, c'est plus j'ai l'impression qu'on peut les amener vers l'excellence. Bien sûr. On peut faire une montée en compétence pour plein de choses. Il y a des gens qui ne demandent que ça. Ils sont demandeurs. Mais dans un pays, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un leader charismatique, mais il faut qu'il y ait des gens qui appliquent un certain nombre de projets, qui discutent avec la société civile. La société civile, elle sait ce qu'elle fait. Alors justement, nous passerons aux appels de téléspectateurs. Alors tenez bien cet aspect. On a besoin de vrais projets de société. On a besoin aussi de séduire. Alors quand on fait un mix de tout ça, est-ce que forcément ça fonctionne? Parce que le but premier d'un candidat aux élections, c'est d'être élu. Et il y a un écrivain belge très connu qui disait, c'est Franck Andria, qui disait, un homme politique réduit souvent sa vie et sa vision du monde à quelques phrases simplistes qui lui servent de slogan pour se faire comprendre du plus grand nombre. Et il dit, on n'attire pas la foule avec des arguments, on la séduit avec des formules. Donc aujourd'hui, on en vient à cette question où beaucoup se disent, est-ce qu'on a besoin d'un vrai projet de société pour être élu, d'un vrai programme pour être élu, ou est-ce qu'on a besoin de manier le verbe, mais de manière majestueuse, je dirais, ou est-ce que finalement on se dit, ce programme, je sais quelque part que je ne vais pas pouvoir le réaliser, puisqu'on a vu avec vous ici tous les freins qu'il pouvait y avoir, alors on ne va pas pouvoir forcément réaliser, donc on prend un petit peu de ce qu'on entend, et puis après on voit ce que ça donne. Est-ce que ce n'est pas peut-être comme ça que ça fonctionne? Il y a un élément qu'il ne faut pas négliger dans la posture des politiques, à l'heure des charges. C'est-à-dire que la politique passe, mais il y a la machine administrative dans les collectivités qui est là et qui persiste et qui parfois prend de vieux plis. Et quel que soit le politique, mais ça c'est pas seulement en Guadeloupe. Quand on regarde en niveau général, l'administration a un véritable pouvoir. Et le politique peut arriver avec de bonne volonté, mais s'il n'a pas la carapace pour confronter, s'affronter avec parfois l'administratif, il n'a rien. Il ne peut rien faire. Mais c'est toujours espèce vécu, hein, je dis. L'administratif, le
le secteur, quel que soit au conseil Alors, départemental. on partit Alors, du pourquoi- côté du téléphone. Pourquoi les gens ont besoin de quand même, pourquoi les gens ont besoin, le discours, avoir une belle faconde, ça n'a jamais, c'est intéressant d'entendre quelqu'un bien parler. Je pense que les Guadeloupéens, même dans les campagnes, lorsqu'ils ne savent, ça fait 50 ans de ça, ils aimaient voir quelqu'un arriver à voir, Parler français. parler, voilà, manier bien le verbe et tout. C'est pas ce qui me dérange. Et c'est pas que, même si vous avez une formule qui fait rêver, c'est pas non plus ça qui me dérange, mais une fois que vous êtes là aux affaires, Il faut appliquer. en fait, j'ai envie de dire aux politiques, soyez ambitieux, mais essayez de laisser une signature, laissez quelque chose pour que le pays voit quand même que vous êtes passé par là. Donc laissez quelque chose de positif, travaillez. Et là, les gens, quand ils disent Alex, parfois c'est l'administration aussi, parce que aussi il y a ça. Oui. Parce que vous avez des techniciens aussi qui parfois ils ont amorti, hein. Donc les choses, en fait, ils gèrent la collectivité, Oui. mais ils ne gèrent pas les projets. Voilà. Voilà. Mais nous partons du Voilà. côté du téléphone avec un premier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Madame Boisset? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Bougré Gérald à l'appareil. Oui, monsieur Bougré. Oui. Je remercie vos interlocuteurs ou des personnes qui sont présents sur votre plateau. Okay. Notamment monsieur Ariane Slade, que je connais bien, enfin, j'ai appris à connaître. Et donc, tout ce qui est dit est effectivement très intéressant. Et je pense être, moi personnellement, dans une démarche, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, je vais me présenter à la présidence du Conseil régional de Guadeloupe, avec un projet qui, lui, est basé sur l'exploitation des richesses que la Guadeloupe possède et que nos compatriotes ne connaissent même pas, okay, dont j'ai parlé à M. Henri Ancelade, bien évidemment. Okay. Donc c'est un projet qui est un levier. Ce n'est pas qu'à partir de ça qu'on va pouvoir faire toute la politique, mais là, il aura pour ambition déjà de pouvoir fournir aux Guadeloupéens les moyens financiers de leur développement. En dehors de toute considération fonds européens et autres divers et variés dont on parle en France. Okay. Et les 4 richesses en question, très rapidement, c'est l'exploitation de la géothermie au niveau par rapport à des technologies 4e génération, la production d'hydrogène à partir de l'électricité provenant de la géothermie, okay. La récupération des 40% que l'État français possède dans la géothermie bouillante, et la possibilité aussi, du fait du sous-sol qu'on a, d'avoir très probablement de quoi produire de lithium-ion. Okay. Et la dernière richesse, c'est celle qui consiste à utiliser les technologies et l'ingénierie dont on dispose aujourd'hui au niveau de la Guadeloupe pour pouvoir faire en sorte que les pays de la Caraïbe puissent disposer d'ingénierie financière et d'ingénierie technique pour pouvoir atteindre leurs objectifs par rapport aux accords de Paris qu'ils ont signés et pour lesquels ils sont en train de mettre en place toutes les actions leur permettant d'atteindre leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. À cela, dernière chose, Oui. ça c'est donc les moyens permettant de se développer, parce que si vous n'avez pas de richesse, si vous n'avez pas de quoi générer financièrement ce qu'il faut, le reste risque d'être très compliqué. À cela, il y a un plan méthode, je dis bien plan méthode qui est proposé, pour pouvoir réinterroger tous les secteurs sociétaux de la Guadeloupe, okay, à savoir la pêche, l'agriculture, l'élevage, la formation, l'éducation, la fiscalité et tout le reste, parce que bien souvent, les problématiques sont posées en regardant vers le passé pour continuer le présent, mais jamais, très rarement, en considérant le présent et le futur. Et avec cette méthode, on va pouvoir faire un diagnostic du XXIe siècle sur ces différents secteurs, avec ensuite différentes préconisations, différents scénarios de développement, des indicateurs de suivi, portés par le financement dont je viens de vous parler, avec le retour sur investissement qui va bien. On va pouvoir en plus arriver à atteindre 2 objectifs principaux qui, pour moi, sans ça, un pays ne se développe pas. Le développement, l'augmentation du PIB de la Guadeloupe, ce dont aucun politique ne parle. Aucun. Okay. Et surtout par-dessus tout, la réduction ou la disparition de la misère sociale absolue dans laquelle nos compatriotes sont aujourd'hui embarqués. Et qui va, à dire d'experts, les pauvres vont devenir plus pauvres et la classe moyenne va se paupériser. Et j'ai une
Merci. qui représente bien évidemment tous ces pans du développement de la société, parce que je ne peux pas tout connaître moi-même. Et visiblement, depuis l'émission d'Harold, je vous assure, je reçois des coups de fil tout le temps. Et voilà le cœur de ce que je propose aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes pour la suite des événements. Merci, Monsieur Bougré. Merci à vous. Voilà. Voilà, donc, on parlait de... Ouais, ça, Oui. Oui, c'est très ambitieux. Hein. C'est un projet Très ambitieux. pointu, très, ouais. Oui. Alors, Mais- alors est-ce que, justement, quand des candidats ont ce genre de programme innovant, ils ne parlent peut-être pas de manière trop technique et il faudrait peut-être simplifier pour une population à comprendre, puisque si je me base encore de ce que disait Franck Andria, il dit qu'un homme politique doit justement être très simpliste pour pouvoir amasser les foules. Alors, comment se positionner dans tout cela? Nous avons un deuxième appel téléphonique. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô, oui, bonjour. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Alors, je vous appelais pour vous dire simplement que tout à l'heure, le son était très désagréable. Ah. Et on n'a rien compris de ce que M. Bougré a dit. Le son était très, très désagréable. C'est tout. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Les gens disent ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci de nous avoir dit cela. Alors, je pense qu'à la technique, les choses seront faites pour que nous puissions Mais je reviens bien entendre, puisque nous, en plateau, nous avons ouais, mais eu tous les gens clairement disent ça souvent, et, hein, qu'on a ce et problème-là. nettement... Les gens disent ça pardon? souvent qu'on a ce problème-là. hein. C'est souvent quand on est à la télé, enfin quand on est chez soi, on n'entend pas bien. Quand les gens étaient Quand les gens étaient Au au téléphone, oui. Donc, Puisque nous, on a très bien Nous, entendu. on entend bien, mais les vais- téléspectateurs chez eux n'entendent pas bien. C'est récurrent. Hein. D'accord. Je vais quand même dire une chose par rapport à ce que disait M. Bougré, effectivement, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et j'ai écouté. Ce qui est intéressant, il a abordé le débat d'une façon inhabituelle et rationnelle. À partir de ce qu'on a, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de... mais par rapport à ce qu'on a, il faut à partir de là créer de la richesse. Bon. Et c'est vrai que, bon, on était branché que tourisme, enfin, on était branché. Donc c'est ça qui paraissait le plus simple. Là, il est allé dans un domaine, tout ce qui est énergie, et c'est vrai qu'il a poussé loin la recherche là-dessus. Et c'est vrai que ces propositions sont très intéressantes, parce que ce sont des éléments clés. Et là, c'est vrai qu'il a aujourd'hui des outils en main qui peuvent générer un certain nombre de richesses pour la Guadeloupe. Bon, alors ça c'est excellent. Mais c'est vrai, on n'est pas habitué à... Moi, je vois, il y a plein de projets que j'ai vu tomber, plein de projets ne pas se faire, Moi, mon problème, et c'est vrai, lui, ça se fait pas ça, parce qu'il me dit, depuis le temps, il a essayé par tous les moyens de faire passer le message, a essayé de mobiliser là-dessus. Et c'est vrai que ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Bon, alors c'est vrai qu'en plus, on est dans un domaine qui est quand même technique. Oui. Qui est assez technique. Bon, alors c'est vrai qu'il y a tout un travail à ce niveau-là. Bon. Mais il y a un problème d'organisation. Ce qui a ombre l'eau, c'est qu'il n'y a pas d'espace où on parle d'un projet, on en débat et on dit on y va. Moi, tout le problème est là, monsieur. Il faut décider les choses. Mais on doit pouvoir se mettre autour d'une table et dire on y va. C'est ce qui manque. Aujourd'hui, monsieur, moi, je sais qu'aujourd'hui, alors que je pensais vraiment que j'allais partir dans une retraite parce que j'étais bien, je considérais que ce n'était pas la peine de continuer à se battre. Mais je sais aussi, bon, je suis penché sur un truc à Marie-Galante. Bon. Moi, je répète, je prends Marie-Galante, par exemple. Je dis, qu'est-ce qu'on fait de Marie-Galante? C'est un petit bijou qui est déposé là, qui est là, et on n'en tire pas, pour l'instant on n'en tire rien. On a vu Marie-Galante se dépeupler. Moi quand j'étais gamin, je voyais les gens de Marie-Galante amener la nourriture en Guadeloupe, parce que mes parents sont de Marie-Galante. Et bon, c'était comme ça, on voyait venir les gens de Marie-Galante qui amenaient la nourriture, le ceci, cela. Au fur et à mesure, ça se dégradait complètement. La production n'est plus la même, enfin je veux dire, la population a déserté, enfin...
c'est un petit bijou. Et pourtant, et c'est ce qui se passe par contre, et qu'on retrouve dans tout le schéma politique, parce que le débat actuel, pour une fois, va changer, et ça, le débat, ça, Mardi-Gras joue un rôle aussi là-dedans. Aujourd'hui, les Guadeloupéens, tout ce qu'ils ont fui il y a 15-20 ans commence à les intéresser, c'est le débat comment se protéger. Parce que maintenant, on n'en parle pas, mais il y a un vrai problème. On parle de projet économique. Mais aujourd'hui, le Guadeloupéen, et vous avez bien noté qu'on a un paquet de listes, et il y a des gens qui n'arrivaient pas en campagne, et qui maintenant viennent avec un vrai débat statutaire à mettre sous la table. L'ANG est arrivée. L'ANG dit maintenant, je veux qu'on parle de débat statutaire et on va... Donc l'ANG est prêt à aller affronter le peuple guadeloupéen qui a montré sa réticence en 2003, à leur dire maintenant, vous devez bouger. Alors, mais pourquoi? justement... Parce que ce peuple-là, aujourd'hui, confronté à un certain nombre de réalités, commence à se dire, il faut qu'on bouge. Alors justement, j'avais une question là-dessus et Harry, vous m'avez précédé, puisque aujourd'hui, il y a un regain, c'est vrai, nationaliste, patriotique. Et est-ce que c'est parce qu'il y a des questions qu'il faut remettre au goût du jour et surtout y porter des réponses politiques? Alors, nous dirons quelques mots là-dessus tout à l'heure, puisque nous avons des appels et nous essaierons de cheminer avec tous ces appels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le débat, on retrouve des listes qui sont plutôt orientées nationalistes, patriotiques. Alors, on ne dit pas indépendantistes, hein, selon ce qu'on comprend, on préfère plutôt nationalistes. Et nous y reviendrons. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y. Allez-y. Voilà, ça va, oui, bonsoir. Alors, nous avons un petit souci au niveau du téléphone. Oui, allez-y. Allez-y, monsieur. Nous avons un problème. Alors, sur cette question-là, ce petit regain, est-ce que c'est par là qu'il faut passer pour un vrai changement? En tout cas, dans la tête du Guadeloupéen, pas nécessairement que le Guadeloupéen, mais c'est quoi un homme politique? Selon la question que vous avez posée, lorsque M. Bougré a fait son intervention, vous avez fait allusion à son intervention et vous avez fait le pont avec le politique. Peut-être que M. Bougré ne correspond pas à l'image du politique qu'on se fait. Mais il fait de la politique. Vous comprenez ce que je veux dire? Il fait de la politique. Et donc, par conséquent, son langage ne peut pas ressembler au langage habituel qu'on a des politiques. D'autant que lui, on le connaît, c'est un technicien, un brillant technicien. Et donc, par conséquent, il vient avec un langage très technique. Après, c'est nous à mâchouiller tout ça pour pouvoir faire comprendre ce que je veux dire. Mais il n'empêche que l'idée de fond est là. Lui, il est sur un secteur particulier, c'est sur l'énergie. Moi, je suis sur l'agriculture. D'autres sont sur le tourisme. Il faut qu'on arrive effectivement à s'entendre. Par contre, moi, j'ai envie de rajouter quelque chose en lien avec tout ce qu'on a dit là. Nous sommes, Macron a dit par rapport au Covid, moi je le dis par rapport à ce qui nous arrive. Nous sommes en guerre. On a une population guadeloupéenne qui diminue considérablement, qui vieillit considérablement. Moi qui suis dans l'agriculture, j'ai un projet, je dois me faire encadrer par un service technique qui le plus souvent est un service issu de la DAF par exemple. Très souvent, lorsque j'ai la visite d'un technicien sur mon exploitation, il n'est pas issu de mon incident. Il est de type caucasien le plus souvent. Ce qui veut dire que le remplacement, et c'est ce qu'on a reproché à Luc Renet d'avoir dit ça, moi je le dis, le remplacement a déjà commencé. Parce que pendant, par exemple, qu'on oriente nos enfants sur le plan scolaire, parce que nous faisons comprendre tout le monde qui peut travailler à la région, tout le monde qui peut travailler au département ou dans les mairies, mais il y a des métiers à développer et qui correspondent à la réalité du territoire. Et je pense que là aussi, au niveau de l'école maternelle, jusqu'à l'université, je pense qu'il y a une réflexion profonde à mener, de telle sorte que nos jeunes soient de plus en plus orientés
vers des secteurs... Est-ce que les parents jouent ce rôle-là aussi? L'école doit... Les parents ne sont peut-être pas formés pour ça. Je ne vais pas être catégorique. Il y a une réalité du territoire qui n'échappe à personne. Que les penseurs, parce qu'il y a beaucoup de penseurs ici, devraient commencer à réfléchir pour orienter de plus en plus nos jeunes. Effectivement, il y en a, hein, parce qu'on ne les voit pas. C'est quand même beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont suivi des formations, je pense à ton fils par exemple, qui ont des formations, ce sont des gens très calés, mais qui malheureusement pour l'instant n'ont pas trouvé un terrain pour se faire entendre. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. C'est rapide pour ce soir. Là, on a vraiment un sérieux problème avec le téléphone. Il faut faire une mise au point avec les téléspectateurs. Par exemple, je vais continuer. Je prends la loi sur la biodiversité qui est sortie. C'est exactement le même schéma que M. Bougré. La loi sur la biodiversité qui est sortie. Si nous, ce n'est pas les politiques, hein, c'est nous n'avons pas été vigilants avec Pamela Ouéotan, avec Renaud et tous ces gens-là. Si nous n'étions pas vigilants, eh bien, on était pris à travers cette loi. Bon, là, on vient de sortir un truc que Mme Duflot a pris la présidence, mais tout ça, c'est l'émanation de combat, de désobéissance qui a été mené ici lorsque la France a décidé de sortir sa loi sur la biodiversité. Et la loi sur la biodiversité, Sarkozy a fait de nous une population, pas un peuple. Or, aujourd'hui, toutes les molécules qui sont exploitées dans le monde entier, il y a une loi, qui est le protocole de Nagoya, qui protège les peuples autochtones. En Guadeloupe, aujourd'hui, parce que Sarkozy a fait de nous un peuple, nous ne sommes pas un peuple autochtone. C'est la France qui est un peuple autochtone. Qui détient la biodiversité. Nous partons. Donc, il y a toute une réflexion comme ça à mener. Du côté du téléphone. Protéger. Nous partons du côté du téléphone. Nous essayons une autre fois. Bonsoir. Je pense qu'on mettra un terme aux interventions puisque on a de vraies difficultés. Ça... Oui. Bonsoir. Allez, monsieur. Allez-y. Allô, je suis là. Oui, allez-y, mais monsieur. Ça n'a pas l'air de passer. Si. On vous entend. C'est que lui n'a pas d'autre. Allô? Il n'entend pas. Oui, allez-y, monsieur. Il y a quelqu'un d'autre qui parle. C'est très désagréable et malheureusement, ça doit être très désagréable aussi pour ceux qui nous écoutent. Alors, vraiment, une dernière fois, nous réessayons. Et sinon, nous serons malheureusement obligés de surseoir aux appels. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, voilà. Le thème là ce soir, les programmes politiques ont-ils été à la hauteur des attentes des Guadeloupéens? Oui. Là, je vois deux idées fausses. Est-ce qu'on connaît les attentes des Guadeloupéens? On dit généralement de chaque esprit. Et dans ce cas-là, moi je dis plusieurs types d'attentes. Certains électeurs, ils ne votent pas pour un programme, ils votent simplement par sentiment pour monsieur un tel, madame un tel, ou alors on vote contre un tel, contre tel parti, ceci, cela. Parfois encore, il y a d'autres qui votent seulement une question de confiance. On fait confiance à un tel du groupe ou de la liste, on vote pour ces gens-là, sans se soucier du programme. Il y a d'autres encore qui votent en espérant obtenir quelque chose en retour. J'ai connu des gens qui ont voté pour des groupes et qui vous disaient, est-ce que par exemple vous étiez de telle équipe, j'ai voté pour ce groupe, mais ça n'est pas tout dit dedans. C'est pour vous dire qu'il est difficile de cerner l'attente de quelqu'un, à votre survie, les attentes des Guadeloupéens. Là, comment faire? Il y a une deuxième chose maintenant, les programmes politiques. Ils ont tous les mêmes thèmes, les mêmes problématiques. On arrive à, comme a dit tout à l'heure quelqu'un, l'eau, l'électricité, le transport, la scolarité, enfin, l'éducation, maintenant la mode et le retour au pays, tout le monde en parle. C'est que tous les programmes auront ces mêmes choses-là. Par conséquent, est-ce que les programmateurs chiffrent leurs programmes? Le plus souvent, ces programmes-là ne sont pas dans la mesure
des aspirations financières, des contrats financiers pour mieux parler. Ils ne sont pas en adéquation. On fait souvent du remplissage, on fait un catalogue parce que si on ne dit pas ça, les gens ne seront pas, les agriculteurs ne seront pas contents. Si on ne dit pas ça, les pêcheurs ne seront pas contents. On fait du remplissage. Et tous les programmes se retrouvent semblables, mais alors on vend du rêve. Et quand on arrive à la réalité, surtout concernant la Guadeloupe, on se rend compte que très souvent, les finances ne suivent pas. La commune est en déficit. Le département est comme ceci, la région est comme cela. Par conséquent, on est incapable de réaliser ce qu'on avait envisagé. Il y a encore un autre aspect qui bloque les programmes. En fait, comment dirais-je, ça ne bloque pas tout à fait le programme, mais c'est que la question partisane. Il y a des gens qui, pour leur parti, refusent, par exemple, ce que pourrait proposer quelqu'un d'autre de très intéressant. Ça rappelle un peu ce qu'on disait Samuel tout à l'heure. Quand ce n'est pas votre idée, par exemple, les gens ne vous suivent pas. Même si c'est bon, mais une question d'orgueil peut-être, on ne vous suit, on ne suit pas. Il y a M. Alex, c'est peut-être Bantou, comment il s'appelle, je crois, l'agriculteur, qui a signalé un fossé entre, effectivement, les hommes au pouvoir et les initiateurs, les gens qui font de l'investigation, qui proposent des choses, qui font des propositions. Et oui, ça c'est un mal qui est pour moi un mal, j'ai presque envie de dire guadeloupéen, c'est le pays que je connais le mieux. Donc, voilà un petit peu les idées qui me reviennent sur cette affaire, quoi. Les programmes politiques sont-ils à la mesure, sont-ils, comment vous avez dit ça là, ont-ils été à la hauteur des attentes des Guadeloupéens? On ne saura jamais faire un programme pour contenter tout le monde. Voilà, merci. Merci, monsieur, pour cette intervention. Et ravi qu'on ait pu vous écouter à partir de cet appel. Alors, qu'avez-vous à dire, une réaction par rapport à ce qui a été dit par ce téléspectateur? Non? Rien? Non, son raisonnement est assez cohérent. Oui, ce qu'il a dit est cohérent. Voilà. C'est vrai en grande partie. Et bon, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Mais quand on parle... Alors, parce que finalement, quand on fait la politique, et c'est ça l'inconvénient, c'est qu'on veut faire plaisir. Quand on est en élection, on veut faire plaisir. On dit parce qu'on veut être élu. Bon. Et pour moi, je considère une fois que c'est passé... On veut faire plaisir ou on veut être élu? Oui, non, mais on veut faire plaisir pour être élu. C'est la règle du jeu, mais c'est malheureusement la règle du jeu. Hein. Et les surprises viennent après, hein. C'est la règle du jeu. Moi, je sais pas, hein, j'ai vu beaucoup de gens croire beaucoup de choses en 2017, et on constate que, pour moi, la première personne qui doit être surprise de ça, des 4 années qui viennent de se passer, c'est Macron. Parce qu'entre d'autres, ce qu'il a dit, il ne savait rien faire de ce qu'il disait. Oui, mais bon, il a été empêché aussi. Jamais, pardon. Il a été empêché. Mais non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est ce que je dis pas. Mais non, mais ça peut être un argument aussi, hein, pour pouvoir justement aller vers la réélection, de dire que finalement on n'a pas pu mettre en place le programme à cause du Covid. Donc donnez-nous encore un. Ah oui, mais je ne parle pas de Covid. Hein. Covid, ça a été. Je dirais presque. En réalité, le Covid, c'est presque l'accident. C'est l'accident qui a arrangé les choses. Les gilets jaunes étaient plus sérieux que le Covid, parce que là, c'était réellement la population. Hein. Ça, c'est pas un virus. Hein. Les jeunes étaient énormément puissants. C'est là, mise en cause de tout un système, hein, le système de gilets jaunes. Bon, on ne va pas parler que de ça aujourd'hui, mais c'est nous, mise en cause sérieuse. Le Covid a tué plus les gilets jaunes que Macron. Mais bon, ceci, alors, moi, mais le problème, ce qu'il y a de dramatique ici, c'est que comment notre situation est atypique. Si on veut définir un projet guadeloupéen, il faut, une fois pour toutes, et un beau jour, que tout le monde se mette d'accord, qu'on se mette autour d'une table, et à partir de ce moment-là, qu'on essaie de trouver les objectifs qui nous permettraient de vivre. On ne peut pas établir un projet guadeloupéen qui est basé sur les dotations de l'État. Je regrette, je ne peux pas admettre ça. C'est pas un projet, ça. Pour l'instant, le sentiment que j'ai, c'est que
on redistribue les dotations de l'État. Non, c'est pas ça le truc. Pour moi, il faut qu'on décide, une bonne fois pour toutes, qu'on prend un axe de développement. On décide, on fait ça et on s'y met. Mais quand on dit on s'y met, tout le monde s'y met. Parce que il y a un problème aussi. Nous parlons, on subit souvent un problème dans l'activité économique. Tout le monde admet. Monsieur, la Guadeloupe est bloquée tout le temps. Monsieur, je regrette, hein. Je l'ai déjà dit, je ne considère pas ça comme une action économique. On est dans un pays qui a besoin, qui n'a pas beaucoup d'atouts, qui a besoin de l'excellence et d'optimiser son temps. On bloque tout le temps. L'excellence en Guadeloupe, c'est le blocage. Ça n'a jamais fait du développement. Et ça, je constate qu'on ne comprend pas ça. On est dedans et tout le monde est d'accord à faire ça. Ce n'est pas une démarche rationnelle parce que économiquement, ça n'a pas de sens. Et c'est quand même très triste d'avoir recours au blocage pour être entendu. Donc il y a un problème de fond. C'est ce qu'on disait. Donc il y a un vrai problème de fond par rapport à l'écoute de la population. Il y a un vrai problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, il faut revoir les peu importe les strates de la population, si vous le disiez que c'est l'excellence de bloquer, c'est quand même très grave d'arriver à ce constat-là, de se dire que c'est la seule façon d'être entendu. Donc il faut bloquer. C'est pas normal. Nous partons du côté du téléphone et je sens que Samuel et Alex ont envie de réagir, donc ça sera juste après cet appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. On croise les doigts. Bonsoir. Bonsoir, ça fonctionne pas? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir aux invités. Oui, je m'appelle Rudy, je suis guadeloupéen, je vous appelle, je suis à Saint-Martin. Monsieur Ariansla, honneur et respect. Bonsoir aux deux dames. Bonsoir. Madame Edith Boissé et l'autre dame qui est Monsieur Samuel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Très belle émission aujourd'hui. Et là, j'ai eu la chance de passer. Monsieur Bangou, c'est Monsieur Bangou qui se trouve. Oui. Bandou. Pas Bangou. C'est Monsieur Bandou. Bandou. Ben, je vous dis bon courage et c'est une très belle émission ce soir. Là, je me permets, j'ai appelé. Et Monsieur Samuel, Monsieur Ariansla, honneur et respect. Je vous dis bonne continuation et j'espère de tout cœur que tout sera résolu très bientôt parce que ça ne sent pas bon du tout là pour notre pays, la Guadeloupe. Merci. Voilà. Merci. Avec honneur et respect, qu'on se respecte et moi je dis très franchement, où va-t-on dans notre pays là? Mais Madame Boissé, je vous dis bon courage pour l'émission. Très belle émission ce soir. Elle est très enrichissante. Et encore, Monsieur Ariansla, force et courage. Et moi, je souhaite de tout cœur vous rencontrer tôt ou tard. Je suis un chef d'entreprise aussi. Je suis dans le domaine du transport. Et une bonne fin de soirée à vous. Merci. Merci, monsieur. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir appelés. Voilà donc une émission qui traverse, on va dire, les mers, qui part à 8000 km, qui part un petit peu à droite, à gauche. Mais cette émission est faite pour vous avec la bonne volonté des invités qui sont sur ce plateau. Alors, nous aurons le temps de prendre certainement un dernier appel avec un petit tour de plateau. Je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'Alex voulait rajouter quelques mots ainsi que Samuel. Donc, Alex. Non, mais moi, je t'ai dit que, bon, peut-être que madame dira qu'il faut qu'on s'enferme dans la périphérie de la Guadeloupe, mais moi, je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas. Bien au contraire. Je ne peux pas. Mais c'est vrai que si c'est un sport national, un sport guadeloupéen de bloquer, l'histoire nous rattrape, puisque quand on regarde l'actualité, c'est le monde entier qui bloque actuellement. Tout récemment, en Inde, c'était des blocages avec des agriculteurs. En Birmanie, c'est des blocages, c'est atroce.
Et même en France, avec les Gilets jaunes, c'est des blocages. C'est-à-dire que le fossé dont on fait allusion ici entre nous et nos politiques, eh bien, ce fossé-là aussi existe de par le monde. Et l'arme à la limite, qui reste encore en termes de communication à cette population-là qu'on n'entend pas, c'est peut-être cette arme-là. Mais je conçois effectivement que c'est un drame d'en arriver là. C'est un drame parce que vous prenez l'exemple de l'Inde, mais qui est l'un des plus grands pays au monde. On est une petite île. Après, je suis peut-être utopiste, mais on ne devrait pas avoir ce problème. Mais on subit les mêmes conséquences de la même politique, parce que la politique est de plus en plus mondialisée. Moi qui suis dans un secteur je prends un exemple. Je vous dis quelque chose. C'est simple. Lorsqu'on nous a vendu Maastricht, là, on nous a dit mais pourquoi vous limitez à 500 000 habitants? Pourquoi vous allez vous limiter à la limite à 50 millions d'habitants, qui était la population de la France à l'époque, alors qu'avec l'Europe, on vous propose 500 millions de potentiels clients? Et à l'époque, la notion de préférence communautaire existait. Les bananiers ont vu ça bien. Nous-mêmes, Cagnier, on a vu ça bien, puisque nous rêvons piscique, pour nous vendre piscique. Sauf que l'Europe, non, l'Europe se développe sur le plan industriel. Il a fait avion, il a fait centrale nucléaire, il a maîtrisé l'eau. Et donc, l'Europe va signer des accords avec tous les pays. Et pour ce qui nous concerne, l'Europe a été signé des accords de partenariat avec les pays voisins de la Caraïbe, parce que ces pays-là ne font pas de voitures, ils ne font pas d'avions, ils ne font pas de centrale nucléaire. Bref, je te mets ça sur la table des négociations. Qu'est-ce que tu mets pour faire la contrepartie? Qu'à mettre agriculture. Et l'agriculture, quand l'Europe a fait, l'Europe a sacrifié l'agriculture et par ricochet notre agriculture. Aujourd'hui, dans la Caraïbe, je suis devenu un étranger encore davantage qu'avant. Je ne peux même pas converser avec mes voisins sur notre produit. On produit exactement les mêmes choses. Ils sont libres de venir déverser leur production sur le marché européen. Et nous sommes les postes avancés de l'Europe dans la Caraïbe. Or, eux, ils ont une intelligence de faire établir une négative liste. Et donc, nous, on ne peut pas, l'Europe ne peut pas amener une patate à Saint-Domingue ou au Costa Rica. Donc, on est confronté à ça. On ne nous entend pas. Et même si nous sommes un petit pays, nous subissons les conséquences des politiques menées sur le plan international. Et donc, si la solution pour nous faire entendre de temps en temps, c'est de faire un blocage, je ne pense pas que ça soit un sport systématique, hein, mais c'est une voie que je ne renie pas. Nous partons une dernière fois du côté du téléphone et ensuite nous ferons un petit tour de plateau. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, merci pour l'émission, merci pour mon partage. Je vais commencer par répondre à la question à ma façon. Je vais dire que tout simplement, le programme est toujours alléchant. Et comme il se plaît à vous dire, on n'attrape pas les mouches avec du nez. Ensuite, dans le programme, il faut que les lecteurs apprennent une chose. Quand quelqu'un veut vous vendre quelque chose, il vous parle toujours des avantages. Il ne vous parle jamais des inconvénients. C'est ce qui nous est arrivé avec l'Europe. Hein. On nous a vanté les vertus de l'Europe, mais on ne nous a jamais dit les conséquences. Et aujourd'hui, nous n'avons plus d'avantages et nous sommes dans les conséquences. Et nous souffrons des conséquences. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, monsieur. Merci, c'était le dernier appel donc, pour cette émission, mais nous avons la possibilité de faire ce tour de plateau et je débuterai avec Vanessa. Alors, Vanessa, si vous aviez un conseil à donner en termes, je dirais, de conseil, un conseil vraiment à donner aux candidats pour ces futures élections, ce serait lequel? Ou une idée pour un programme? Une idée, il y en a plein, mais comme je l'ai dit au début, on en revient toujours à la même chose, c'est écouter la population. Donc après, c'est mettre en place mettre en place une méthodologie, mettre en place un certain nombre d'outils pour pouvoir permettre d'apporter les programmes
à la population. Le problème, c'est que on reste dans cette logique de se dire que si les gens veulent savoir, ils vont aller chercher l'information. On est en 2021. Les jeunes générations ne vont pas chercher l'information. C'est l'information qui arrive à eux. Je vous donne un exemple. Dans mon métier, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est le contraire du marketing normal. C'est-à-dire que vous allez être une entreprise, vous allez proposer en fait du contenu pour pouvoir informer le client sans qu'il vous demande quoi que ce soit. Alors qu'avant, on allait mettre en avant, voilà, moi je propose ci, moi je propose ça, etc. Le paradigme a complètement changé. On est aujourd'hui dans une ère où l'information est partout et nulle part à la fois. Donc en fait, les gens sont tellement noyés d'informations qu'au final, plus personne ne va chercher quoi que ce soit. Donc, si j'ai un conseil à donner aux politiques, c'est d'écouter les gens et d'aller vers eux et de ne pas forcément attendre que les gens aillent vers eux pour s'approprier les programmes, etc. Il faut être out there, il faut être dehors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout à la disposition des êtres politiques. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. On a parlé tout à l'heure de mettre en place des think tanks pour écouter ce qu'ont à dire les jeunes entrepreneurs, les jeunes pousses, les créateurs d'entreprises, les femmes. Pourquoi pas les enfants? On ne leur demande jamais leur avis aux enfants, mais ils comprennent aussi. Pourquoi ne pas mettre en place un think tank avec des enfants? Obama l'a fait. Donc on veut penser disruptif, mais on ne se comporte pas disruptif. On reste dans des schémas classiques. Donc, le conseil, pensez disruptif. Merci, Alex. Bon, je ne dirais pas grand-chose. Hein. Je dirais, je m'adresse aux candidats mais qui nous reçoivent, à qui on dit beaucoup de choses, à qui on fait des propositions. Eh bien, je vais surtout m'adresser aux élus, aux futurs élus. Eh bien, le fossé qui existe entre nous nous fait y tomber. Et ne travaillez pas pour nous, travaillez avec nous. Ne faites pas pour nous, faites avec nous. Voilà un peu le message que je voulais. Je suis sûr qu'on va percer des choses ensemble. Voilà, Harry. Franchement, qu'est-ce que je dirais à un politique? Enfin, à un candidat, parce que c'est pas un politique, à un candidat. Moi, ça me pose un problème parce que on a dit qu'il faut écouter le peuple. Je ne suis pas convaincu non plus qu'il faut écouter le peuple. On a écouté le peuple en 2003 et les élus se sont alignés sous le peuple en 2003. Et Lurel a usé du peuple en 2003 parce qu'il avait compris, il a été élu avec ça. Il n'a pas impliqué, il n'a pas imposé au peuple, il a suivi le peuple. Il a compris qu'il avait une carte à jouer, il a joué à partir de ça. Donc, moi, je ne suis pas du tout dans la logique d'écouter le peuple. Moi, je suis dans la logique. Pour moi, si vous allez en politique, vous avez une certaine compétence à comprendre, à développer une stratégie dans ce pays-là. Et si vous êtes convaincu d'avoir cette compétence, et pas un individu, vous êtes en équipe, mais si vous pensez avoir cette compétence, après, vous allez démontrer cette compétence. Vous allez convaincre que vous avez cette compétence. Le principe n'est pas d'écouter le peuple, pas au contre. En ce moment, je note une chose, et ça ne me surprend pas. Le peuple qui a fait souvent la sourde oreille pendant un certain temps commence à se réveiller parce qu'il commence à avoir peur. Et là, le peuple guadeloupéen a peur. Peur de quoi, de qui? Il a peur. Aujourd'hui, le peuple guadeloupéen a commencé à avoir peur d'être exproprié et exclu de chez lui. Et j'ai toujours été convaincu, depuis les années où j'étais étudiant, j'avais dit que je n'étais pas d'accord avec France Fanon à cause de ça. J'ai dit la Guadeloupe, ce ne sera pas un débat économique. Le problème guadeloupéen, il va être toujours un problème qui va arriver toujours sur ça. Aujourd'hui, les gens en Guadeloupe, le débat économique aujourd'hui, et attention, s'il y a un certain nombre de mouvements aujourd'hui on crie, partent en politique, c'est parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui le peuple a besoin de ça, a besoin aujourd'hui qu'on lui garantisse qu'il ne va pas se faire virer de la Guadeloupe. Et comment peut-il se garantir qu'il ne va pas se faire virer de la Guadeloupe dans la situation politique actuelle? Dans le schéma politique actuel, il est très facile d'exproprier le Guadeloupéen de chez lui. C'est de l'argent, c'est purement économique. Je peux vous dire qu'il y a suffisamment de gens qui ont de l'argent pour venir acheter la Guadeloupe. Donc vous êtes viré en... Ça prend un temps, les gens ne viennent pas. Procuration.
et vous vire dans la semaine. Le Guadeloupe, on le prend en mètre carré, on regarde le budget. L'argent, aujourd'hui, ne rapporte rien. Donc, il vaut mieux acheter des biens, acheter et investir en biens immobiliers et autres. La Guadeloupe est à vendre. Et c'est ça. On n'a pas les éléments pour se protéger contre ça. On ne les a pas, parce qu'on n'a pas prévu ça. Et c'est là où on s'est planté tout le temps. Et maintenant, le Guadeloupéen prend conscience de ça. Il prend conscience parce qu'il voit que ça se vend. Et il voit qu'il ne peut pas empêcher que ça se vende. Il n'a pas les moyens pour empêcher que ça se vende. Et je vais plus loin. Le Guadeloupéen n'a jamais voulu qu'un Guadeloupéen ait plus d'argent. Aucun Guadeloupéen ne peut empêcher que ça se vende. Parce qu'on n'a pas laissé les Guadeloupéens devenir riches non plus. Parce qu'il ne fallait pas qu'ils deviennent trop riches. Bon, ça, c'est le nec contre nec, on n'a pas... Bon, eh bien, mais oui, mais tout ça, aujourd'hui, on a le bilan de tout ça. On a le bilan de tout ça. On est attaqué férocement. On n'a pas les outils pour se battre, ni politique, ni économique. On est en train de vivre le génocide qu'on avait prévu. Vous savez, mon épouse me disait il n'y a pas très longtemps, tu oublies qu'au moment où on s'est mariés, tu avais une phrase. Et maintenant, je me souviens de cette phrase. Tu disais, je ne veux pas finir dans un zoo luxueux. Vous savez ce que je vous dis? Alors, ça va choquer beaucoup de gens. Mais j'étais convaincu que je gagnerais ma vie. J'étais convaincu que je m'en tirerais dans ce système-là. Mais je disais, mon peuple ne va pas s'en tirer. Et je disais, je ne veux pas finir dans un zoo. Ça veut dire, je ne voulais pas finir seul nègre aisé chez moi. Et que mes autres frères soient dans la merde. Et elle m'a rappelé ça. Elle dit, tiens, tu te rappelles? Elle me dit, mais tu disais ça tout le temps avant. Je me bats parce que c'est le tel mouvement indépendantiste. Tu étais à fond dedans. Et tu disais, je ne veux pas finir dans un zoo de luxe. Parce que je suis sûr que je m'en sortirai. Mais ce peuple-là va vers le génocide et va se faire tuer. Eh bien, aujourd'hui, on y est. On est dans cet élément-là, messieurs. On est dans ce... Le Guadeloupéen, aujourd'hui, doit prendre des décisions graves. Et les élus aujourd'hui, le débat n'est même pas un débat économique. C'est quelles sont les situations et comment ils prennent le courage aujourd'hui de dire il faut qu'on bouscule le système et qu'on prenne face de quoi protéger ce peuple-là. Il faut le protéger maintenant. On a fait des conneries. Est-ce qu'on accepte de disparaître? Et maintenant, il faut prendre les mots, se donner les moyens maintenant et se protéger contre ça. Ça va se faire naturellement. Le système mondialisation aujourd'hui est un système économique. Si on n'a pas les moyens, on disparaît. Si on n'a pas les moyens d'acheter, messieurs, tout est à vendre en Guadeloupe. Tout. Il n'y a rien qu'on peut empêcher de vendre. Et le pire, qui peut préempter? Les collectivités. Quelle collectivité qui a les moyens? Aucun. Pourquoi? Parce qu'on a déstabilisé toute l'économie des collectivités. Toute la politique guadeloupéenne, de tous les intervenants, syndicats, patronats, tout le monde, on s'est tous plantés. Les syndicats ont déstabilisé les communes. Les communes ne peuvent pas préempter. Le privé n'a pas les moyens. Les nègres guadeloupéens n'ont pas d'argent. Parce qu'on ne les a pas laissés gagner de l'argent. Et des fois même, ils se sont même des fois eux-mêmes trompés. Parce que dans notre culture, des fois, on était tellement convaincus qu'il ne faut pas avoir trop d'argent qu'on était coupable d'en avoir. Alors, conclusion, eh bien aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi? Comment on bloque le système? Comment peut-on le bloquer? Alors maintenant, il reste une solution. Eh bien voilà, les élections là, eh bien il faut trouver le statut qu'il faut pour protéger et empêcher que ça se fasse. C'est politique. Alors, politique. C'est la question politique. C'est la question politique. Il faut empêcher que ça se fasse. Et il faut trouver là le système aujourd'hui qui permet de protéger. Tu as les moyens, l'argent ne le permettra pas. Heureusement, pas tenir grandes affaires à dire. Voilà. Et on va terminer avec ça. C'est difficile de C'est difficile de... Après ça, Harry a bouclé la boucle. Je vais faire une passerelle entre Harry et Vanessa. Elle a utilisé le thème disruptif, c'est vraiment ce qu'il faut. Disruption totale, comme Elon Musk le prévoit. Il faut couper, mais carrément couper. Harry le dit. Je ne sais pas, lorsque je vois les hommes qui viennent, les femmes qui viennent en politique aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils viennent. J'ai envie de leur dire parfois pourquoi ils viennent. Lorsqu'on voit parfois que les gens, c'est la première marche en politique aujourd'hui, c'est d'aller vers une élection. Je veux être président du conseil régional. On ne voyait pas ça avant. Avant, on partait associatif, c'était à la municipalité, on montait, mais à présent, un jeune, il vous parle d'un sujet. Aujourd'hui, vous êtes sûr que dans 6 mois, il sera président des élections régionales du Bordeaux? On n'a jamais vu ça. Donc, quel style de politique qu'on va avoir? Vous le même, moi, ceux-là, ils m'effraient encore plus que les autres, que les anciens. Parce qu'il faut que les anciens se disent, il faut couper, il faut casser. Mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Aujourd'hui, c'est à qui mieux? À celui qui communique le mieux, qui passe le plus. Alors, il y a des... C'est pas possible on fait comme si on est dans un pays, dans un grand continent. Ces outils-là, ce sont des outils qui sont dignes d'un pays comme les États. Mais aujourd'hui, en Guadeloupe, on ne communique même plus puisqu'on a déjà communiqué sur le net, sur les réseaux. Donc on ne va plus voir, les gens ne parlent plus.
On ne sait pas ce que... Il y a une sorte d'égomanie des hommes politiques aujourd'hui, quand on dit hommes politiques avec un grand H, et j'ai peur justement de ces gens-là, puisque je ne vois pas à quel moment ils vont se dire que le travail là qu'il faut faire pour protéger les Guadeloupéens, justement, qui va faire ce job-là? Et Harry a raison, mais tout est à vendre. Mais vraiment, tout est à vendre. Mais bien sûr. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter. Vous avez des gens qui viennent, ils viennent avec, parce qu'il faut regarder le rôle des banquiers. Enfin, il faut voir l'économie dans son ensemble. Il faut voir ça dans sa globalité. On est vraiment mal barré. Mais on le dit, mais personne n'entend ça. Or, c'est pour ça que je dis tout le temps que le temps n'est pas notre ami. Il y a des choses qu'on peut encore régler aujourd'hui. Il est déjà trop tard pour certaines choses, il est déjà trop tard dans certains secteurs, mais il y a des choses encore qu'on peut faire, mais on n'en prend pas le chemin. Ouais. Parce qu'on est quelque part des hommes, on est des coureurs de 100 mètres, on n'est pas des coureurs de fond, on n'aime pas travailler pour régler les problèmes. On ne sait pas se projeter. On ne sait pas se projeter. Donc on veut les choses. À chaque fois que je dis, mais qu'est-ce que tu peux... Parce que fais-moi rêver. Tu veux venir en politique, tu dis que celui qui est là n'est pas bon, mais tu viens, toi, qu'est-ce que tu me... Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu me racontes pour que j'ai envie de mettre ma voix dans une urne pour toi? Eh bien, en fait, il ou elle bafoue à ce moment-là. Donc, j'ai envie de dire que je ne sais pas comment, et c'est pour ça que cette société-là, elle est toujours au bord de l'explosion. Je ne sais pas comment elle tient, par quel miracle elle tient, mais on est dans une société guadeloupéenne qui est vraiment malade. Alors il y a des gens qui vont vous dire non, tout va bien, il y a des choses qui se font. Je n'ai pas dit qu'il y a des choses, mais qui les font? Et pour qui? Est-ce que ce sont pour nos enfants? Ou bien pour... Alors, quand vous êtes dans un pays, que vous êtes spectateur chez vous, je ne pense pas que ce soit la meilleure posture. Alors j'appelle encore les politiques qui l'entendent à se dire, on ne sait pas tout, venons, discutons, voyons quel projet. Les projets, il y en a, il y en existe. Oh oui, il y en a plein de tiroirs, mais voyons voir ce qu'on peut faire. Et ne prenons pas de haut. Il y a des gens, vous discutez avec eux le vendredi, le dimanche, ils sont élus, le lundi, vous n'avez plus accès à eux. Voilà. Ouais. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Mais ça sera la dernière émission, que les choses soient dites, puisque place au débat politique, mais nous reviendrons avec vous sitôt le temps des élections passées pour aborder d'autres sujets. Je sais que vous qui êtes à la maison êtes friands de cette émission, que les choses soient dites, donc nous aurons le temps de vous préparer, de vous concocter des sujets, je vais dire, que vous appréciez, et avec toujours cet engouement, ces invités qui ont envie de faire bouger les lignes en Guadeloupe. Merci Vanessa, merci Samuel, merci Harry, merci Alex d'être venu sur ce plateau, et merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis, de nous suivre régulièrement. Nous nous retrouverons dans pas trop longtemps. Excellente soirée à tous.